Tout commence avec notre garçon, qui regarde par la fenêtre, se plaignant de la vie, quand un certain bâtard chauve s'écrase contre le verre à côté de lui. Puis ce bâtard se penche avec un sourire provocateur, en disant « Oups, ma main a glissé, dis-moi ton nom pour que je puisse m'excuser. » Zéon ne réfléchit pas et dit « Je suis Zéon, juste Zéon, c'est tout, pas de nom de famille. » Le bully trouve ça hilarant et demande si sa maman était trop occupée pour lui apprendre le nom de son père, mais Zéon l'ignore, car regarde, chaque personne dans ce bus est un cargo de criminels en route vers les mines de travail. Personne ici ne gagne à la vie, surtout pas ce chauve agaçant, qui s'assoit, passe un bras autour de Zéon, comme s'ils étaient amis, et commence à faire le grand discours sur le fait qu'ils sont tous des criminels ici. Autant s'entendre. Puis il demande pourquoi Zéon est là. Zéon, officiellement lassé, répond par un coup qui réarrange le visage du gars et l'envoie valser à travers plusieurs rangées. Notre garçon se lève de son siège, craque ses knuckles et dit « Si tu veux vraiment savoir, alors très bien, meurtre ». Puis la scène change pour Neo Soul, et Zéon commence à raconter son histoire de meurtre. Maintenant, si on entre dans les détails, il n'a pas tué une personne, car dans ce monde post-apocalyptique, seuls les forts comptent comme humains, et il a tué un rat des rues qui a essayé de lui voler ses affaires, rien de personnel, juste des déchets qui éliminent des déchets. Sauf que le rat mourant a utilisé son dernier souffle pour balancer le pire retournement de situation possible. Mon frère est Jiri Young, comme dans Jiri Young l'éveillé, comme dans un demi-dieu ambulant qui va maintenant te retrouver. Félicitations Zéon, tu viens de speedrun ton propre enterrement, ce qui est exactement pourquoi il est dans ce bus vers le néant, essayant de disparaître dans le sable. Retour au présent et la malchance de notre garçon est toujours la même, car ce bâtard se relève presque immédiatement, essuie le sang de son visage, fait un sourire de psychopathe à Zéon et demande s'il a fini. Puis il attrape notre garçon par le visage, le jette contre le pare-brise et craque ses knuckles, et soudain il s'illumine. Pendant ce temps, notre garçon panique. Il se dit « Merde, j'ai essayé si fort de fuir et de rester silencieux, mais quelle malchance pourrie !» J'ai fini par offenser un éveillé, et pendant qu'il a une attaque de panique, quelque chose de gigantesque frappe le bus. Les passagers volent, puis le bus entier est tiré sur le côté, dans un énorme tourbillon de sable. Un passager couvert de sang crie au conducteur de faire quelque chose, mais le conducteur reste là à marmonner comme si son cerveau était débranché, et juste avant que le sable ne les engloutisse, le gars entend la dernière chose que dit le conducteur, ce n'est pas la route vers la mine. À l'intérieur, tout le monde est projeté comme des jouets alors que le sable s'infiltre par les fenêtres et Zéon regarde juste la lumière diminuer et pense à comment sa vie entière a été la même boucle misérable. Et alors qu'il est en train de mourir, il pense que tout cela est un cliché classique d'un manois de 3e zone, un bâtard faible mourant misérablement et juste dans quelques instants. Sa main est la dernière chose au-dessus du sable. Sauf que les yeux de Zéon s'ouvrent brusquement, tout son système nerveux brille d'un or éclatant. Tout à coup, toutes sortes de visions défilent dans sa tête du vieux monde enterré sous la tête de la Statue de la Liberté, reposant dans les dunes comme une figurine d'action oubliée. La tour Eiffel brisée en deux, à moitié mangée par le sable, et des villes entières réduites à des squelettes rouillés cuisant au soleil. Depuis l'espace, la Terre n'est plus bleue, elle est entièrement recouverte de sable. Et Zéon serre les mâchoires et décide « Non, absolument pas ». Il ne finira pas comme un autre cadavre sans nom dans le plus grand cimetière du monde, puis presque par pur instinct, il fait un geste de doigt et crie « Sableur », et une explosion d'énergie traverse le bug, le déchirant en deux. Notre garçon sort, trempé de jus de bug, pensant à lui-même qu'il ne va pas mourir. Il va d'une manière ou d'une autre survivre dans ce monde de malheur, couvert de sable. Puis, il prend enfin une respiration et réalise que son cœur bat la chamade. Chaque cellule de son corps vibre et il regarde ses mains comme « Attends, est-ce que je viens de m'éveiller ?» Pendant ce temps, le ver de sable qu'il vient apparemment de tanker n'est pas fini. Cette chose se redresse pour un dernier rugissement assoiffé de sang, prêt à finir le travail, et Zéon, ce bâtard qui, il y a 30 secondes, était de l'engrais, plante ses pieds et crie en retour comme « Alors viens !» Et juste au moment où notre héros nouvellement éveillé s'apprête à avoir son grand moment, un véritable mastodonte apparaît de nulle part, pousse Zéon sur le côté et lui dit qu'il bloque le chemin. L'immense homme aux cheveux noirs donne un coup,
et la seule onde de choc envoie Zéon voler à travers les dunes comme un chiffon. Il atterrit en roulant, crachant du sang et du sable, et lève les yeux juste à temps pour voir une énorme lame industrielle s'abattre sur le verre. Après avoir fini avec le bug, Han Yang-byom se tenait juste là, en train de récolter de l'aura, puis ordonne à son équipe de se déplacer. Zéon est au sol, réalisant qu'il a failli mourir et que le gars qui l'a sauvé ne l'a même pas regardé. Puis, de nulle part, une fille avec de grands cheveux bleus apparaît à ses côtés, riant comme une folle, annonçant que le géant est leur capitaine. C'est Giselle. Et avant que Zéon puisse même cligner des yeux, elle est sur lui. Elle attrape son bras à une vitesse qui ne devrait pas être légale, et il se dit immédiatement « Oh non, celle-ci est pire ». Elle se moque du ver de sable, pas même un adversaire digne. Han Yang-byom s'éloigne complètement ennuyé par sa propre victoire, et Giselle soulève Zéon dans les airs comme un sac de pommes de terre et tombe rapidement dans le sable avec lui. Elle rit tout en examinant son avant-bras nu avec une curiosité enfantine, se demandant à voix haute quel grade et quelle capacité il a, puis son visage se décompose. Elle crie au capitaine, pointe le bras de Zéon et annonce à toute l'équipe que ce gamin n'a pas d'insigne de grade. Juste à ce moment-là, 4 yeux commencent à crier depuis le camion que le soleil se couche et que le désert la nuit est un endroit où les rêves vont mourir. Giselle regarde Zéon et demande au capitaine ce qu'ils doivent faire de lui, notant qu'il va sûrement mourir ici tout seul. Han Yang-byom lui lance un long regard calculateur avec ses yeux gris. Enfin, le capitaine hausse les épaules et dit de le mettre dans le camion. De toute façon, il se dirigeait vers les mines. Giselle célèbre comme si elle avait gagné un prix et le jette à l'arrière. On voit Zéon rebondir à l'arrière du camion avec les caisses de fourniture et pendant que tout le monde fait son truc, notre garçon fait tranquillement ses propres expériences. Il ouvre sa paume et une petite spirale parfaite de sable commence à tourner au-dessus, répondant à ses pensées. Ouais, il s'est éveillé, d'accord? Et c'est là que ça devient intéressant. Il finit par regarder son avant-bras et réalise que l'insigne est là. C'est juste la couleur exacte du désert. Maintenant, Zéon fait un rapide récapitulatif mental de ce qu'il sait sur le système de classement. La couleur de ton insigne te dit quel genre de pouvoir tu as. L'énergie maniaque de Giselle, son type de magie, sa marque bleu vif, le capitaine Han Yang-byom, définitivement un type de combat avec une aura rouge sang, tout le package d'intimidation, et Zéon, manipulation directe du sable, quelque chose qu'il n'a même jamais entendu en rumeur. Son insigne indique officiellement le rang F, le fond du panier, le prix de participation des éveils, mais le pouvoir qu'il sent en lui s'étend comme le désert lui-même, sans limite, et c'est alors qu'un sourire sinistre se dessine sur son visage, car pour la première fois de sa vie misérable, il se sent avantagé. Il décide de garder tout ça secret jusqu'à ce qu'il puisse conquérir le monde entier avec ses pouvoirs de sable. Avançons et le camion arrive aux mines de monocristal. Zéon est toujours attaché et entouré de gardes, mais l'ambiance est complètement différente maintenant. Il scrute tout. Un garde aux cheveux rouges le pousse en avant et lui ordonne de bouger les jambes. Zéon se plaint des cordes et le garde lui dit de la fermer avant qu'il ne soit aussi bâillonné. Pendant ce temps, Han Yang-byom et Giselle restent près du camion à le regarder se faire emmener à l'intérieur. Giselle s'étire, bâille et considère tout ça comme un coup de chance. Le gamin a eu de la chance que le Sable Worm n'ait pas fini son déjeuner, mais le capitaine n'y croit pas. Il se souvient de ce trou sur la tête du Sable Worm, ça ne peut pas être de la chance. De plus, il se souvient avoir ressenti une brève montée de pression, juste avant de frapper, et son instinct lui dit que ce gamin frêle n'est pas ce qu'il semble. Alors que Zéon disparaît dans la mine, Han Yang-byom ressent un rare pincement de regret de ne même pas avoir demandé le nom du garçon, car quelque chose lui dit qu'ils vont se croiser à nouveau. Notre garçon Zéon est conduit au fond de ce néosite minier, et appeler cet endroit un site est généreux. C'est en fait une immense prison souterraine, éclairée par des enseignes au néon, avec des bâtiments métalliques douteux, empilés les uns sur les autres. Les rues sont remplies de gens prêts à vous poignarder pour un sandwich, buvant et mangeant ce qu'ils peuvent trouver. Zéon est un peu impressionné par l'ampleur du marché noir dans cette mine de travail forcé. Il demande alors à la rousse s'il le laisse comme ça, que doit-il faire? Mais la rousse se retourne et crie à notre garçon qu'elle n'est pas sa nourrice, et mentionne qu'elle aimerait lui mettre une balle dans la tête avant de partir. Zéon recule immédiatement
et lui dit qu'il voulait juste savoir ce qu'il est censé faire ici. Larousse lui dit de faire ce qu'il veut. Notre garçon se retrouve donc seul, affamé et officiellement enregistré comme un déchet jetable dans le système. Il décide d'utiliser sa petite liberté pour explorer et trouver de la nourriture. Il s'approche d'un étal de marché usé où un vieux homme ridé broie des épices avec une étrange énergie calme d'un type qui a sûrement tué des gens. Zéon essaie de faire la conversation, mais quelque chose dans l'air tourne mal et ses instincts de survie lui crient de garder un œil sur ce vieux. Derrière le comptoir, il y a une affiche de propagande décolorée qui dit que notre travail éclaire l'âme de Néo, avec des mineurs ridiculement heureux dessus. L'ancien marchand, qui s'appelle Clexi, fixe Zéon et lui demande s'il trouve le petit dessin du gouvernement inspirant. Clexi commence immédiatement à parler en énigme et lâche la bombe que les cristaux de mana ne sont pas ce qui alimente réellement l'âme de Néo. Zéon, qui a déjà pris une brochette de viande dans l'étal et commence à la manger parce qu'il a faim, lève les yeux et demande ce qu'il veut dire. Clexi pointe un doigt vers son visage avec un petit sourire creepy et explique le grand secret. Les rats des rues désespérés qu'ils envoient dans les mines sont le carburant. Une fois qu'un lot est épuisé, ils apportent juste plus de déchets pour les remplacer. C'est une histoire effrayante, mais Zéon ne fléchit pas et rétorque que, à son âge, le vieux devrait se préparer pour l'au-delà au lieu de faire des conférences TED aux nouveaux venus. Clexi rit au nez de Zéon et montre qu'il en sait bien plus qu'il ne devrait, et lui demande comment ça fait à l'intérieur d'un énorme ver des sables. Zéon est surpris que les rumeurs aient déjà circulé, mais il s'en fiche. Notre garçon hausse simplement les épaules et dit qu'il est venu ici pour gagner de l'argent, pas pour discuter. Clexi décide donc de lui montrer quelque chose d'intéressant et pointe ses étagères poussiéreuses au fond remplies de ferraille et de carton. Zéon regarde et pense immédiatement que ce vieux a enfin perdu la tête, car c'est littéralement un tas de déchets. Mais ensuite, les yeux de Clexi se refroidissent. Ces boîtes, ce sont les affaires laissées par chaque mineur qui l'a précédé, un petit musée d'hommes morts. Il explique que chaque nouveau venu entre en agissant dur, s'accrochant à leurs petits souvenirs et leur fierté, mais finalement, la peur de mourir dans la mine noire les brise, et ils commencent à vendre tout ce qu'ils possèdent, y compris leur dignité, juste pour acheter un jour de misère de plus, puis ils meurent quand même et sont oubliés. Il termine son discours motivant en disant à Zéon qu'un vrai homme laisse un héritage, et des déchets comme lui ne laisseront que plus de déchets. Zéon finit sa viande, claque la brochette vide et demande combien il doit, s'attendant à des prix normaux. Le sourire de Clexi s'élargit et il dit 10 sols. Zéon faillit s'étouffer. 10 sols pour un morceau de viande de rue. Comme si c'était assaisonné avec de l'or, Clexi lui rappelle que dans un enfer souterrain, la nourriture est un luxe, et cette brochette qu'il vient d'avaler valait chaque pièce. Juste au moment où Zéon s'apprête à se battre pour l'addition la plus horrible du monde, l'ambiance dans le stand s'assombrit, des voyous armés sortent de l'ombre de la ruelle, brandissant des couteaux rouillés, bloquant toutes les sorties. Zéon ne fléchit pas, il les fixe et dit qu'il ne paiera pas un voleur un centime. Clexi croise les bras, s'amusant, et demande à Zéon quelle est sa prochaine étape. Zéon essaie de rester cool, disant qu'il est physiquement impossible pour un nouveau prisonnier d'avoir autant d'argent sur lui. Mais l'exécuteur serre encore plus fort, et Zéon doit feindre le calme et leur demander de discuter. Clexi rit et dit qu'il est un homme d'affaires très raisonnable, avant de pointer directement vers la poche de Zéon. Il veut le cristal de mana de haute qualité que Zéon a caché. Zéon se fige, car comment cet homme sait-il déjà cela ? Il se souvient de tout ce qu'il a traversé pour garder ce cristal en sécurité. Il essaie une dernière chose, demandant s'il peut juste ouvrir un compte, mais le géant ne l'entend pas de cette oreille. Il cogne la tête de notre garçon sur le comptoir. Dans la seconde suivante, Zéon active ses pouvoirs. La main du géant s'envole, tout le monde autour est choqué, puis il devient fou en lançant une attaque de zone, montrant à tous qu'ils ne sont que des insectes devant lui. Génial, non ? Mais notre garçon s'imaginait juste dans une scène d'aura, car en réalité, rien de tout cela ne s'est produit. Le géant le tient juste par la tête, lui demandant s'il rêvait, car notre garçon fixe l'espace depuis tout ce temps comme un idiot. Zéon sort de son petit rêve et fait vite le calcul. Oui, il a le pouvoir maintenant, mais son corps est en ruine et sa magie du sable est pratiquement inexistante. Commencer une bagarre avec tout un syndicat maintenant le ferait tuer, c'est sûr. Alors il soupire,
sort le cristal de mana bleu lumineux, le jette sur le comptoir et dit à Clexi de le prendre et d'en faire ce qu'il veut. Les yeux de Clexi s'écarquillent car ce cristal est énorme et propre, bien mieux que ce qu'un novice devrait avoir. Pourtant, il lui propose une centaine de sols. Zéon perd son calme, disant que ça vaut 3 fois plus, et Clexi rit, disant que l'offre et la demande fonctionnent différemment ici, et lui dit d'aller se faire manger par les vers de sable s'il n'aime pas ça. N'ayant pas d'autres options, Zéon frappe sa propre tête contre le comptoir par pure frustration, murmurant pour lui-même « Pas encore, pas le moment ». Quand il relève les yeux, il saigne et sourit, et dit froidement au vieux voleur que s'il est déjà en train de se faire voler, il veut aussi un bonus du tas de déchets. Le géant enforcé à proximité grogne pour lui dire de faire attention à sa langue, car tout ce quartier est rempli de voleurs. Zéon le regarde droit dans les yeux et dit « Ouais, je regarde le plus gros en ce moment. » Clexi respecte cela et lui dit « D'accord, réduction pour les débutants, va choisir n'importe quoi à l'arrière. » Alors Zéan s'approche d'un tas de déchets laissés par des hommes morts et commence à fouiller dans des boîtes, des chiffons et des pièces cassées, sans vraiment se soucier. Clexi l'observe depuis le comptoir, notant que ce gamin a une étrange obstination que la plupart des travailleurs perdent avec le temps. Soudain, Zéon sort un déguisement comique de la pile, des lunettes factices avec un nez et une moustache, et les met sur son visage ensanglanté avec un air sérieux. Clexi dit que c'est rare de voir un mort marcher avec un tel humour, puis l'expression idiote de Zéon disparaît instantanément. Quelque chose sous une pile de fer rouillé attire son attention et il se fige. Clexi mentionne que c'est juste un vieux bijou qu'une caravane a laissé derrière elle il y a longtemps. Zéon le prend quand même, toujours avec les lunettes ridicules. C'est un lourd sablier ancien, orné avec une étrange poussière scintillante à l'intérieur, et il se sent étrangement attiré par lui. Il dit à Clexi que c'est son bonus. Clexi, pensant que le gamin n'a aucune idée de la vraie valeur, lui tape sur l'épaule en se moquant et l'appelle génie pour avoir choisi des déchets inutiles. Zéon s'éloigne avec son déchet, mais avant de partir, il se retourne et demande le nom du vieil homme. Clexi crie en retour, riant comme un fou. Zéon crache par terre et dit qu'il espère ne jamais revoir ce visage ridé. Clexi se contente de rire et murmure qu'il va le revoir bien plus tôt qu'il ne le pense. Coupe à la soirée et notre garçon se détend dans sa chambre en jouant avec le sablier devant lui. Il pense avoir environ 10 minutes avant que le sable ne s'écoule. Il s'assoit en tailleur, ferme les yeux et essaie de méditer sur le traumatisme de la pire journée de sa vie. Quand il ouvre les yeux, il brille d'un éclat ambré, il saisit le sablier et dit de bouger. Rien ne se passe. Le sable continue de s'écouler comme s'il ne l'entendait pas. Déçu, il pense que cet objet n'a rien à voir avec ses pouvoirs de sable et n'est qu'une décoration inutile. Mais en le regardant à côté d'un vieux jouet et d'une horloge cassée, il ressent un fort déjà-vu. Comme si quelqu'un avait laissé ce sablier ici pour qu'il le trouve, même s'il est sûr de ne jamais l'avoir vu auparavant. Avant qu'il puisse y penser, sa porte est défoncée. Un grand type entre en hurlant comme un fou. Il crie à Zéon de lui dire pourquoi il n'est pas encore à la ligne de mine. Agacé d'avoir dû le traquer personnellement, Zéon sans reculer dit calmement que son nom n'est pas Bâtard et personne ne lui a dit où aller. Mauvaise idée mon pote. Parce que Parkman Ho a décidé que c'était irrespectueux envers lui et a ensuite commencé à le frapper. Et ensuite, Zéon pouvait à peine respirer à travers tous les coups de poing et de pied. Finalement, ce bâtard s'ennuie, le jette comme un déchet et lui dit de se lever et de suivre s'il veut que ça s'arrête. Zéon se traîne, les côtes douloureuses, et fixe le dos du type, promettant silencieusement de tuer cet homme de ses propres mains, quoi qu'il arrive. Un peu plus tard, ils arrivent à la mine du secteur 3, un fouillis de chariots rouillés, de rails en fer et de nuages de vapeur toxiques. Un vieux mineur en tenue abîmée attend, et Parkman Ho lui dit d'équiper le bâtard inutile. Le vieux lui aide à enfiler un gilet orange, le prévenant de ne rien perdre ou endommager, car chaque pièce d'équipement est déduite de son salaire et chaque cristal qu'il mine appartient à la société. Zéon met un casque avec une lampe frontale sale, essayant de comprendre quel est son vrai salaire, quand soudain une pioche s'enfonce dans le sol juste à côté de sa tête. Parkman Ho se tient au-dessus de lui, criant que la pioche sera aussi déduite de son salaire, puis lui demandant s'il a besoin de leçons pour manier un bâton avec une pierre au bout. Puis il pointe vers la partie la plus sombre et la plus louche de la mine et dit « Jetez cet idiot dans la fosse 972 ». Le vieux mineur devient pâle et essaie d'argumenter que la fosse 972 est instable et pleine de choses dangereuses. Mais Parkman Ho menace de le jeter là-dedans à la place, alors le vieux hoche simplement la tête, terrifié, et commence à traîner Zéon vers les portes.
Park Mano crie un dernier avertissement, lui disant de ne pas revenir sans pierre de mana, ou il pourrait tout simplement le tuer. Zeon, déjà à moitié mort, murmure juste « Ouais, va te faire voir ». Donc, Zeon descend dans la mine avec ce vieux mineur, et le gars lâche simplement que Zeon est arrivé le jour le plus pourri possible, puisque un type nommé Parkman O a tout perdu en jouant la nuit dernière et avait besoin d'un sac de frappe. Les oreilles de Zeon se dressent cependant. « Attends, il y a des jeux d'argent ici ?» Le vieux répond « Ouais » et explique que les niveaux inférieurs sont en gros un deuxième bidonville. Des jeux d'argent illégaux, de l'alcool louche, des drogues, tout ça pour garder les prisonniers trop défoncés pour causer des problèmes. En gros, le jumeau maléfique de la ville d'en haut. L'ascenseur grince tout le long de la descente, comme s'il allait lâcher à tout moment, et Zéon tient sa pioche, comme s'il s'en fichait complètement, tandis que le vieux continue de dire que cette raclée n'était pas personnelle. Park Mano a juste perdu toutes ses économies en jouant et avait besoin de quelqu'un sur qui se défouler. Zéon se plaint que sa peau est trop douce pour le travail manuel, complètement indifférent à ce qui l'attend, puis l'ascenseur s'arrête brusquement dans un endroit presque sans lumière, et le vieux mineur sort et dit doucement « Ne t'inquiète pas pour les ampoules, gamin, tu ne resteras pas assez longtemps ici. » Zéon murmure quelque chose comme « Donc c'est le fameux puits, 912 », et son instinct lui crie immédiatement que quelque chose ne va pas. Il demande s'il peut juste miner quelques cristaux rapidement et faire un appel radio quand il a fini, et la réponse du vieux est cauchemardesque, tu ne reviendras pas. Plus d'une douzaine de gars ont disparu ici ces 2 dernières semaines, sans corps ni explication, y compris 4 mineurs expérimentés. Le vieux homme connaissait même personnellement. Avant que Zeon puisse même réaliser cela, l'ascenseur se ferme brutalement et remonte à toute vitesse, le laissant complètement seul dans le noir. Le vieux regarde en bas à travers les grilles, tout coupable, et dit « Désolé gamin, et merci ». Il le remercie en fait d'avoir été assez idiot pour entrer dans un piège mortel afin que personne d'autre n'ait à le faire. Ça frappe Zéon d'un coup, et il commence à crier dans le puits, suppliant le vieux de ne pas le laisser là. Cette peur se transforme rapidement en rage pure. Zéon maudit Park Mano et tout ce système pourri qu'il a en gros condamné à mourir parce qu'un riche ne pouvait pas arrêter de jouer. Il perd son calme et frappe la paroi de la grotte avec sa pioche, sauf que la roche est bien plus dure qu'elle ne devrait l'être, et la honte de choc lui arrache l'outil des mains et l'envoie voler dans l'abîme noir. Il se jette après et ne saisit que de l'air. Il se force à se calmer et à regarder autour de lui, et c'est là qu'il réalise que ce n'est pas une mine normale du tout. Il se demande quel genre d'endroit est-ce, parce que la brume qui tourbillonne autour de ses bottes n'est pas de la poussière. C'est de la mana brute, non raffinée, de la magie liquide pure, si concentrée qu'une personne normale mourrait d'une surcharge en quelques secondes. Il enlève son casque pour mieux voir, se demandant d'où provient tout ce pouvoir. Il rampe dans le noir, touchant ce sol gelé et irrégulier jusqu'à ce que sa lampe frontale attrape quelque chose de métallique. Il est soulagé un instant, le saisit et réalise que c'est sa pioche, mais son visage se décompose car le manche est cassé en deux. Il murmure quelque chose comme « au moins je l'ai trouvé », essayant de voir le bon côté des choses pour une fois, et pendant un instant, il pense vraiment que sa chance pourrait tourner. Non, le sol se désintègre sous lui sans prévenir, et un énorme tourbillon d'énergie rouge profond s'ouvre juste sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillent alors qu'une force invisible l'attrape et le tire droit vers un vide lumineux, et il tombe en criant, essayant de comprendre si c'est un portail ou une sorte d'anomalie magique qui l'engloutit. Son casque et sa pioche cassée tombent avec lui, tournoyant dans l'obscurité, sa lampe clignotant jusqu'à ce que tout soit englouti par les ombres. Alors qu'il tombe à travers ce vide sans fin, son cerveau commence à se défaire sous la pesanteur, et tous ses souvenirs d'enfance brutaux affluent. Il se voit comme ce gamin maigre et affamé, abandonné sous la pluie, pendant que des adultes passent en murmurant qu'un rat des rues comme lui ne survivra pas à la semaine. À l'époque, tout ce qu'il voulait, c'était exister quelque part, sans cette faim constante qui le rongeait. Il se souvient d'avoir volé un morceau de viande sur un étal de marché un hiver, et d'avoir eu les os brisés par la guilde des marchands en punition. Un autre souvenir le frappe, courant à travers des ruelles pluvieuses avec une foule à ses trousses, criant que sa vie pathétique se termine là et tout ce qu'il a toujours voulu, c'est rêver d'un avenir normal comme n'importe quel autre enfant. Même si sa vie était pourrie, au moins personne ne le chassait activement. Mais ensuite, ça aussi est arrivé. Tout ce que Zéon voulait, c'était une vie normale, sans la mort au-dessus de lui.
La chose la plus simple au monde, sauf pour lui, c'était toujours une fantaisie impossible. Toute cette douleur allume une haine sournoise dans sa poitrine, et juste à ce moment-là, impact. Zéon se réveille en sursaut, haletant, face contre le sol brûlant et craquelé, une vapeur épaisse brûlant ses poumons à chaque respiration. Il se traîne, se prend la tête à deux mains, et essaye de comprendre où il est. L'air est suffocant, brûlant et insupportablement humide. Il touche le sol, et ses doigts reviennent couverts d'une fine poussière grise, et il comprend. Ce n'est pas de la terre, c'est de la cendre volcanique. Il essuie le sang et la sueur de son visage, lève les yeux et ses yeux s'écarquillent de terreur pure alors que le paysage se révèle à travers la fumée, des lacs de lave, des rivières de roches en fusion et d'énormes colonnes de feu rugissant vers le ciel. Notre garçon vient d'être plongé au milieu d'un donjon volcanique actif. Pendant que Zéon assimile tout ça, il regarde ses mains qui émettent des étincelles oranges comme un pétard défectueux, car la température ambiante ici est entre saignant et bien cuit. Il se cache derrière un rocher pour reprendre son souffle et fait le contrôle obligatoire du protagoniste Isekai. Non, ce n'est pas un rêve, pas une hallucination fébrile. C'est un vrai donjon actif, et il est vraiment sur le point d'y mourir. Ses mains sont noires, il est vraiment sur le point d'y mourir. Ses mains sont noires de boue volcanique, ses poumons sont en train d'être exfoliés par le soufre, et il se dit que s'il reste immobile plus longtemps, ses poumons vont se dissoudre. Alors il serre ses bottes, déchire une bande de sa chemise, la noue sur son visage, et obtient ce regard froid de protagoniste dans les yeux. Vous savez, celui-là, le regard du « je suis » sur le point de speedrun ce niveau de l'enfer. Il scrute à travers la fumée et repère la plus haute montagne de toute la caverne, et décide « ouais, c'est ça, donc c'est là qu'il va ». Il se met à courir, soulevant de la cendre, et commence à se crier des trucs motivants en courant, ce qui est un trait de personnalité que je ne m'attendais pas à voir, mais nous y voilà. Il est là à crier son propre nom et jurant qu'il n'abandonnera jamais. Comme mec, personne n'a demandé ça, économise l'oxygène, il saute par-dessus une fissure dans le sol, et immédiatement, la croûte s'effondre sous lui, parce que l'univers le déteste spécifiquement, et il faillit tomber dans un gouffre de feu sans fond, avant de gratter ses doigts sur un rebord, puis dans le même souffle, il effectue une torsion acrobatique en l'air pour éviter des geysers de lave qui jaillissent du sol et parvient à plaquer une main sur une étagère de roches brûlantes et se hisse. Il s'effondre de l'autre côté, haletant, et fait le classique coup de poing au sol parce qu'il est furieux. Il commence à maudire ce Parkman Ho, jurant un serment de sang qu'il va personnellement mettre fin à ce type dès qu'il sortira. Puis il se reprend en plein accès de colère parce qu'il réalise que cette rage le cuit littéralement plus vite. La colère augmente la température corporelle, ce qui dans un donjon de lave est essentiellement un dommage auto-infligé. Un peu de réflexion de la part de Zéon. Respecte, il se lève, se dit d'arrêter de trop réfléchir et court simplement. Et bien sûr, juste au sommet de son prochain saut, suspendu dans les airs sans aucune option, le sol en dessous de lui se fend et une énorme bouche de la taille d'un bâtiment essaye de l'avaler tout entier, un énorme monstre de pierre, fait de pierre noire et de veines de magma brillantes, jaillit des profondeurs, s'écrase contre la paroi du canyon et déclenche une avalanche de rochers et de feu, comme la pire machine à flipper du monde. La tête de la chose émerge des flammes, les yeux brillants fixés sur Zéon, la magma dégoulinant de ses dents de pierre. Zéon réagit par pur instinct et avance son bras, et la cendre volcanique dans l'air lui obéit. Elle tourbillonne pour amortir le coup imminent, et en pleine panique, notre garçon réalise. Donc, j'avais raison, je peux contrôler les cendres volcaniques avec ça. Il atterrit durement sur ce rebord étroit, évitant le coup et s'écrasant sur la pierre. Puis, le vrai problème le frappe. Ce n'est pas le monstre de pierre géant, c'est qu'il ne peut littéralement pas respirer, son nez brûle, sa poitrine se soulève, l'air lui-même essaie de le tuer plus que le boss, et pendant une seconde, allongé là dans l'obscurité, il pense vraiment que cette tranchée est son tombeau. Puis il murmure à voix haute, pour personne, que ce serait tellement injuste de mourir dans un trou avant d'avoir même eu une copine. Il frappe le sol de son pied, refusant de laisser ses jambes abandonnées. Juste à ce moment, une immense bouche enflammée s'ouvre dans la mer de lave, dégageant une aura si pesante que Zéon peut à peine tenir debout. Il lève les mains en criant, puis une voix moqueuse et amusée traverse les flammes, disant «
ce gamin a une capacité plutôt intéressante. » Zéon tourne en rond, essayant de comprendre qui parle dans un volcan actif, puis, du plafond de la caverne, une silhouette humaine tombe. C'est un vieil homme souriant, tombant du ciel comme s'il se promenait dans un parc. Il touche le sol avec un impact qui soulève une onde de choc de roches brisées et de poussière, et Zéon reste là, ébahi, se demandant ce que c'est que ce truc. Pendant ce temps, le vieil homme est toujours en plein atterrissage de super-héros, et quand il touche le sol, il laisse un cratère complet, en voyant Zéon voler comme une poupée de chiffon droit contre un mur. Bravo a dû atteindre le max 3 à l'impact, car les tympans de Zéon sont complètement explosés, résonnant si fort qu'il n'entend rien. La poussière se dépose, Zéon se traîne, essuyant la crasse de ses yeux, essayant de comprendre ce qui vient d'arriver au monstre de magma et qui est ce vieil homme. Le monstre est désormais du passé et le vieil homme est aussi détendu que possible. Il n'a même pas une égratignure. Zéon le remarque instantanément. Ce type n'est pas un simple éveillé. Il est d'un tout autre niveau de peur. Puis le vieil homme se tourne, fixe ses yeux cramoisis sur lui et c'est comme être radiographié par le diable. Une aura rouge s'échappe de lui. Un pas lent en avant et le sol en pierre se fissure sous sa botte et il demande « Qui es-tu » Avec assez de menaces pour arrêter le cœur de Zéon. Zéon est figé. Le vieil homme sourit avec un petit sourire mortel et dit « Réponds avant que je compte jusqu'à 3, puis commence à compter. 3, 2, et la pression dans l'air double chaque seconde. » Zéon peut littéralement voir son propre reflet terrifié dans les yeux de ce maniaque, prêt à le finir, puis le vieil homme continue « Dernière chance. Tu restes vraiment silencieux. » Zéon essaie de parler et balbutie, complètement écrasé par la soif de sang qui émane de ce type. Le vieil homme le désigne, dit fini, remarque que les oreilles de Zéon commencent juste à fonctionner à nouveau, et dit d'une voix glaciale « Meurs ». Ce mot libère Zéon à la dernière seconde, et il commence à crier pour sa vie, criant son nom. « Je suis Zéon, mon nom est Zéon ». Le vieil homme marque une pause, laisse échapper un petit rire moqueur, et dit quel nom stupide. Zéon se tient là, le regardant avec colère, effrayé, et en colère à parts égales, quand soudain l'air entre eux se déforme, et une dense énergie rouge les enveloppe tous les deux. Et le vieil homme se présente enfin comme Daoden. Zéon se frotte les tempes à ce stade, complètement lassé de la vie, se demandant pourquoi il continue à menacer de le tuer, et aussi à l'appeler idiot sans raison. Daoden le regarde avec un mélange parfait de pitié et de mépris, et explique ce qui se passe. Il s'avère qu'ils sont tous les deux tombés dans quelque chose appelé un Desnar, en gros un piège spatial. Quand un donjon subit une surcharge de mana, toute cette énergie cosmique supplémentaire ouvre une déchirure et aspire tout être vivant à proximité dans le vide, ce qui est exactement ce qui leur est arrivé à tous les deux. Zéon crie intérieurement, parce que bien sûr, c'est sa chance. Bien sûr, il finit par se retrouver dans le trou oublié, tout en spirale et maudissant Parkman-O dans sa tête. Daoden l'appelle encore une fois idiot. Mais cette fois, notre garçon craque et dit « Arrête de m'insulter, vieux ». Daoden ignore évidemment cela complètement, se jette en avant à une vitesse folle, attrape le visage de Zéon dans une prise écrasante et lui dit de pomper du mana dans ses yeux et de vraiment regarder ce qui l'entoure. Zéon essaye de se dégager, reçoit un regard du grand-père et plie immédiatement, commençant à canaliser du mana dans ses yeux. Daoden lui dit de laisser tomber sa vision normale et de voir le mana à la place, puis la vision de Zéon se déplie, la grotte fond, et il voit soudain la structure énergétique réelle de tout ce qui l'entoure, et il s'arrête presque de respirer sur le coup, car il y a quelque chose là. Daoden dit « Félicitations, tu es suivi par un dragon de sable cramoisi ». Puis il commence à expliquer que cette chose a un camouflage magique et que ceux qui la croisent se font généralement manger avant même de s'en rendre compte. Zéon frissonne, car il était juste sous le nez de cette chose sans rien remarquer. Zéon est là, partagé entre soulagement et frustration, réalisant que cet étranger terrifiant lui a sauvé la vie 2 fois en 2 minutes, et il demande prudemment « Quel est ton nom ?» Daiden tourne lentement la tête et lui dit « T'es débile ? Je viens de te le dire !» C'est Daiden. Zéon panique et essaie de se rattraper. « Non, non, vieux, je parlais de tes pouvoirs. Et aussi, où est-ce qu'on est ?» Daiden lui dit que c'est un donjon et son terrain de chasse personnel, puis il rit comme un fou. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et bien sûr, comme prévu, un énorme groupe d'oiseaux enflammés plonge du plafond droit sur lui comme des missiles enflammés. L'ancien, lui, reste tranquille. Il dit tranquillement « Si tu vaux vraiment quelque chose en tant qu'éveillé, tu vas t'en sortir tout seul.
Ne compte pas sur moi pour de l'aide. Ces oiseaux de feu se déplacent trop vite. Zéon ne peut même pas les voir. Ce ne sont que des flous et des éclairs rouges qui zigzaguent, et il maudit l'ancien sous son souffle, tout en essayant de tenir une position. Un frôle sa joue et brûle sa peau. Il esquive comme un fou. Mais la grotte est en gros un stroboscope d'étincelles et de plongeons, et il n'y a aucune place pour réfléchir. Courir n'est pas une option, il est coincé de tous les côtés. Et pour une raison quelconque, ces choses frappent encore et encore son côté gauche. Il essaie d'en repousser une et en reçoit 3 autres dans les côtes. Le sang coule sur son visage, des coupures partout, et ça lui revient enfin. Son sable ne suit pas, ses yeux ne suivent pas, il va mourir dans cette grotte, et en plus, son cerveau tourne, car l'ancien lui a sauvé la vie 2 fois. Zéon se concentre si fort qu'il a l'impression que son crâne va exploser, et son œil gauche s'illumine d'or, du sang coulant sur sa joue. Maintenant, il peut sentir le mana, il esquive soudainement des coups qu'il ne voyait même pas il y a 30 secondes. La seconde où il m'a jeté ici, et ensuite, évidemment, parce que ce n'était pas assez épicé, un monstre énorme émerge de l'obscurité, et la mâchoire de Zéon tombe en voyant enfin ce que ce donjon cachait. Deiden, pas du tout inquiet, se jette dessus, riant aux éclats, disant « Ça fait un moment que je n'ai pas eu autant d'adrénaline ». Avec ça, Deiden charge vers le monstre, prêt pour un bon combat, et c'est la plus grande déception du siècle. Il s'éloigne du cadavre qui tremble, se plaignant de n'avoir même pas transpiré. Puis, il passe en mode grand-père, racontant que de son temps, les monstres se battaient vraiment. Zéon, lui, regarde le gros lézard, effrayant se faire couper en 2 comme si de rien n'était, se sentant vraiment mal pour lui, et il lâche un petit rire fatigué sur ses choix de vie, car il est à bout de nerfs. Il s'essuie la bouche et demande à Daoden ce que c'était que ça, et Daoden répond « Oh, ça, c'était juste le boss du donjon qui se raclait la gorge. Chaque donjon a un boss final, et celui-ci est la raison pour laquelle il est venu ici. » Juste à ce moment-là, un Drake cramoisi sauvage apparaît. Zéon entend Drake et se redresse immédiatement, se demandant si c'est un dragon. Et l'ancien écrase instantanément ses rêves. Non, c'est un Drake. Classe B, et il est vraiment agacé d'être venu si loin pour un Drake au lieu d'un vrai dragon. Mais ce truc ne rigole pas. Il est entouré d'un champ de force lumineux. Vous connaissez la chanson. L'aura rouge signifie combat rapproché, la bleue signifie magie. Ce Drake brille en bleu, et voyant ça, notre garçon se dit que c'est vraiment trop déséquilibré. Mais le Drake ne s'est pas arrêté pour l'entendre se plaindre, et a immédiatement tiré. Pendant ce temps, l'ancien se lance directement vers la source du feu et abat son épée sur le crâne du Drake. Le Drake secoue la tête et riposte avec ses griffes. L'ancien essaye de contrer avec son épée et le Drake attrape en fait l'épée en plein mouvement. Maintenant, il l'a. Il ouvre la bouche pour cracher du feu à bout portant, le réduisant en souvenir. Mais Daoden tend la main et ferme simplement les mâchoires de la bête, piégeant ses propres flammes à l'intérieur. Il lui demande, de manière décontractée, « Est-ce que ça fait mal ?» Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois que tu ressentiras quoi que ce soit. Et puis il reprend son travail, déclarant que c'est officiellement le dernier jour du Drake à la surface. Pendant ce temps, Zéon court pour sa vie. Il est pris dans le feu croisé d'un combat bien au-dessus de ses capacités, incapable de se défendre, alors il érige un mur de sable derrière lui pour bloquer les ondes de choc et crie à ces deux-là de faire leur match MMA ailleurs. Daoden, lui, s'amuse comme un fou, riant, chevauchant le Drake et disant que ça ressemble à un parc d'attractions. Puis une autre onde de choc arrive trop vite, et Zéon sait qu'il est foutu. Il l'envoie valser à travers l'arène, il tombe comme un sac mouillé, et projeté droit vers la lave, le pauvre gars reste là, pétrifié, réalisant qu'il va mourir comme un loser pathétique qui n'a même jamais eu de fille. Le Drake, compréhensiblement agacé, prépare une autre attaque de souffle. Daoden sourit simplement. Le vieux est vraiment excité que le faible ait encore quelque chose de piquant. Le rayon déchire tout, grandissant en chemin, annihilant complètement le paysage. Quand le Drake s'arrête enfin, il est convaincu que le vieux a été transformé en assaisonnement. Puis, il entend une voix derrière lui, demandant s'il cherche quelqu'un. Et c'est à ce moment précis que le Drake réalise qu'il est cuit. Il rugit, se retourne, et là, Daoden est juste assis sur son dos, son épée enfoncée à 1 mètre de profondeur.
Il explique calmement qu'il traque un Drake cramoisi depuis un moment car il a besoin de son cœur pour son épée, Crayon, pour la faire monter en niveau. Malheureusement pour le dragon, mais bon, des sacrifices, il enfonce la lame plus profondément, la remplissant de magie. Faden regarde son épée tout satisfait, murmurant des mots doux jusqu'à ce que Zéon l'interrompe pour demander pourquoi il parle à une arme comme un fou. Le vieux est vraiment surpris que le petit soit encore en vie. Zéon explique qu'il n'a presque pas survécu quand le sol s'est effondré et qu'il était à 2 secondes de devenir un steak saignant. Mais au dernier moment, il a utilisé sa manipulation du sable pour créer un coussin en plein vol. Il a du mal à croire à quel point il s'améliore pour ne pas mourir et attribue ça à un certain fou dont les ondes de choc ont affûté ses réflexes, qu'il le veuille ou non. Daoden est légèrement impressionné mais change de sujet. Le donjon se ferme maintenant que le boss est mort. Puis le vieux commence à rire, pensant à ce qu'il va faire. Puis, sans prévenir, il propulse Zéon dans une petite fissure noire qui s'ouvre dans l'air et dit tranquillement « A plus », notre garçon crie toutes les insultes qu'il connaît. Une seconde plus tard, il est recraché de l'autre côté, se vautrant sur le sable comme un sac de linge, crachant du sable de sa bouche, se demandant où il est maintenant. Daoden explique qu'ils sont à la surface, car quand un boss de donjon meurt, ces petites fissures de sortie s'ouvrent gratuitement. Zéon, encore en train de manger du sable, se plaint qu'ils auraient pu simplement sortir comme des gens normaux au lieu d'être jetés comme des déchets. Le vieux craque enfin et passe aux choses sérieuses. Ouais, tes pouvoirs de sable sont cool, mais en ce moment, tu es plus inutile qu'un couteau émoussé, alors voici tes options, gamin. Porte numéro 1, file au sud vers New Soul City et retourne être le même nobody sale que tu as toujours été. Porte numéro 2, la fun, reste avec lui et passe d'un idiot perdu à un idiot plus fort et plus rapide. Zéon, compréhensiblement méfiant, demande ce que cela signifie de le suivre et combien de temps ça va prendre. Dayton hausse les épaules et admet qu'il n'en a aucune idée. Ça pourrait prendre des mois, des années, voire des décennies. Puis, il demande à notre garçon ce qu'il va faire. Il peut retourner à sa vie ennuyeuse de personne insignifiante ou choisir le chemin où il va vivre à fond avec 99% de chances de mourir en cours de route. Mais s'il survit, il deviendra beaucoup plus fort. Alors que le vieux lui présente le choix, un sourire maniaque revient sur le visage de notre garçon. Il se lève, se tourne vers Daiden et dit « Vieux, tu as complètement perdu la tête, tu me demandes vraiment de laisser derrière moi une vie sûre et luxueuse pour suivre un vieux gâteux à travers un désert brûlant sans aucune garantie, surtout quand Daoden pourrait s'effondrer à tout moment. » Daiden, sans hésiter, répond « Ouais, c'est exactement ça. » Zéon pousse un énorme soupir théâtral comme s'il prenait la décision la plus difficile de sa vie, puis accepte quand même. Il commence alors un discours sur le fait que chaque fois que quelqu'un l'énerve, il doit régler ça et admet que Daiden est actuellement sur cette liste de vengeance, juste après l'avoir loué comme la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Le gars dit en gros « Je te déteste, s'il te plaît, entraîne-moi pour que je puisse botter ton vieux derrière ». Le vieux l'interrompt en plein monologue pour lui demander si toute cette confiance signifie qu'il est juste excité à l'idée de mourir jeune. Zéon serre le poing et déclare qu'il deviendra plus fort que tout le monde. La réponse de Daiden « Ouais, c'est un aller simple pour la tombe ». Continue de marcher, imbécile. Nous avons un long chemin à parcourir. Quelques heures plus tard, Zéon est trempé de sueur, traînant dans le sable comme un personnage de Sims avec 1% de batterie. Il appelle Daoden pour lui demander de ralentir, car il marche depuis 6 heures. Mais le vieux continue à avancer en silence. Zéon commence à s'engueuler lui-même en disant « Je ne suis pas un adolescent lunatique. Pourquoi ai-je ces sautes d'humeur ?» Pendant ce temps, la chaleur le frappe. Et le sable meuble rend chaque pas aussi difficile qu'un jour de jambes à la salle de sport de l'enfer. Il commence à s'inquiéter sérieusement d'un coup de chaleur. Juste au moment où il s'apprête à abandonner, Dayton le regarde enfin comme s'il attendait ce moment précis et l'appelle un fou qui ne peut même pas utiliser une fraction de son propre pouvoir. Zéon est confus et le vieux lui rappelle « Mec, tu es un utilisateur de manipulation de sable, tu as du mal à marcher sur le sable. » Tu t'entends ? Zéon essaye de se défendre avec l'excuse classique « Je viens juste d'éveiller mes pouvoirs, je ne suis qu'un novice ». Et Daiden perd immédiatement son calme. Il le saisit par le col et lui demande s'il pense vraiment que tout le monde est né S-class, tandis que lui seul a eu une mauvaise main. Et tu es vraiment sur le point d'abandonner parce que tu penses que l'univers ne t'a pas béni ? Puis il le lâche dans le sable et lui dit de se débrouiller, car personne ne connaît son pouvoir mieux que lui. Juste au moment où Zéon pense, eh bien, le vieux pourrait vraiment être un vrai mentor.
Deiden commence immédiatement à crier à nouveau qu'il sera mort s'il ne trouve pas une solution. Voilà pour l'arc du mentor sage, Zeon se ressaisit et commence vraiment à réfléchir. Il sait que sa portée de contrôle du sable est d'environ 5 mètres, et le sable, ici, n'est qu'à la cheville. Donc, s'il peut simplement condenser le sable sous ses pieds en quelque chose de solide, marcher serait beaucoup plus facile. Il essaye, et ça fonctionne. Le désert semble soudainement comme une route pavée, mais ensuite, sa barre de mana commence à se vider à toute vitesse, et il réalise qu'il ne peut pas maintenir ça éternellement. Il passe donc au plan B et injecte du mana dans ses jambes, ce qui fonctionne aussi. Pendant ce temps, Deiden sourit tranquillement, se remémorant ses propres jours de jeune énergique, car malgré les plaintes de Zeon sur son statut F-class, le vieux peut dire que son contrôle de mana et son potentiel sont facilement de niveau E ou D. Il voit le potentiel de notre garçon. À ce moment-là, Zeon découvre un autre truc, qu'il peut juste contrôler le sable touchant spécifiquement ses pieds, et se met à courir vers Deiden en se vantant de la facilité de marcher maintenant. Puis le gars devient un peu trop arrogant et fait un doigt d'honneur à Daoden en lui disant d'essayer de l'égaler. En réponse, le vieux lui donne un coup sur la tête, assez fort pour le faire tomber face première dans le sable, et lui dit d'arrêter de perdre du temps avec des bêtises inutiles, à moins qu'il ne veuille mourir. Pendant ce temps, Zeon est inconscient avant même de toucher le sol. Notre garçon se réveille des heures plus tard, face contre terre dans le sable, la terre collée sur sa joue, et là, il y a Deiden en train de grignoter du jerky comme s'ils étaient en pique-nique. Le vieux dit « Enfin, tu es réveillé, gamin. Traîner ton corps inconscient à travers le désert a été un vrai casse-tête. » Notre garçon essaie de se redresser et regrette immédiatement chaque choix de vie, tout son corps est un énorme bleu. Deiden lui lance un morceau de jerky et lui dit de se taire et d'écouter une histoire des bons vieux temps. À l'époque, dit-il, être faible ne te tuait pas automatiquement et protéger les faibles était considéré comme noble. Ce monde est révolu maintenant, et on peut dire que le vieux le regrette. Puis l'heure des histoires se termine aussi vite qu'elle a commencé, et il dit au gamin de se mettre en route, à moins qu'il ne soit fan de mourir. Notre garçon écoute silencieusement au lieu de répondre pour une fois, et le vieux le récompense avec un autre morceau de jerky. En regardant Deiden manger, il remarque quelque chose. Ses vieilles dents ridées sont en train de mâcher du jerky, pas de problème. En fait, le truc, c'est de le ramollir d'abord avec de la salive, puis de mordre. Il réalise que l'ancien ne fait pas que le nourrir, il lui apprend à survivre ici. Ils repartent sous le ciel nocturne, notre garçon réclame encore des morceaux de viande séchée et Danon lui dit de se taire. Puis le froid arrive et Zeon éternue, tremblant comme une machine à laver cassée, tandis que l'ancien reste détendu comme s'il était sur une plage à Hawaï. Pendant ce temps, notre garçon ne comprend toujours pas pourquoi Daoden parle à son épée, puis la soif le frappe et il demande de l'eau. L'ancien presse sa chemise et boit toute la gourde devant lui, Zeon le maudit intérieurement, pensant que ce vieux bâtard garde des connaissances importantes pour lui-même. Ça aurait été bien de le savoir plus tôt, alors il n'a d'autre choix que de lécher les gouttes de rosée sur ses bras. Pendant qu'il fait ça, Davion l'appelle idiot et notre garçon rétorque « Pas idiot, imbécile !» L'ancien l'ignore complètement et lui dit de se taire et de sentir son environnement. Il se tait et essaie vraiment. Des vibrations faibles viennent de plusieurs directions. Avant même qu'ils puissent cligner des yeux, des centaines d'yeux brillants apparaissent autour d'eux. Daoden explique que ce sont des hyènes cornues. Normalement, ces créatures sont nocturnes, mais il s'est fait attraper à l'aube, quelle malchance. Davion demande tranquillement « Tu gères ou tu as besoin de l'aide de papa ?» La folie a clairement eu un impact, car notre garçon rit et dit qu'il n'a pas besoin de l'aide d'un vieux fou. Il commence d'abord à manipuler le sable, une balle de sable à travers le crâne d'une hyène, puis il fait surgir des pics géants du sol, une zone de mort instantanée. Mais bientôt, l'épuisement de mana le rattrape, notre garçon réalise que la puissance brute ne suffit pas, il doit être plus intelligent. Il est en pleine réflexion pour conjurer une autre balle de sable quand une hyène bondit et mord son bras. Il se secoue, mais son bras est maintenant plein de trous comme une éponge, et c'est le moment d'Eureka. Ces trous lui ont appris la manière la plus efficace d'utiliser son mana pour façonner le sable. Il reste immobile, la meute charge, et juste avant qu'il ne l'atteigne, il libère la nouvelle technique. Des centaines de pics de sable ultra fins jaillissent du sol et transpercent chaque bête d'un coup. Soudain, il y a plusieurs kebabs d'hyènes, et voyant cela, notre garçon éclate de rire, exactement comme son maître fou.
Maintenant qu'il a compris, Zéon fait des calculs en plein combat. Sa philosophie est morte, c'est mort. Peu importe si leur tête explose ou s'ils se prennent un trou. Alors pourquoi gaspiller du mana pour des points de style? Parce que le mana est en gros votre barre de vie ici. Le brûler pour des futilités et vous vous précipitez vers une mort prématurée, alors il se sent vraiment satisfait de ces pièges à pic qui font des trous nets dans les hyènes. Efficacité maximale, pense-t-il. L'ancien est probablement en train de se battre un ennemi à la fois comme un vieux, puis il se retourne pour vérifier Daoden, et les hyènes sont littéralement en train de ronger ses bras, et ce fou rit comme si on le chatouillait. Une fois qu'il a fini de s'amuser, il décide de devenir un peu sérieux. Soudain, le regard fou revient dans ses yeux et notre garçon sait ce qui va suivre, alors il se prépare immédiatement, oh non, pas cette folie encore. Avec un sourire maléfique, Davion dit à Crayon d'anéantir tout, puis frappe l'épée sur le sol. Des ondes de choc projettent le sable et les bêtes, les hyènes volent comme des boulets de canon, et notre garçon parvient à ériger un mur de sable juste à temps pour ne pas les rejoindre. Quand la poussière se dissipe, il se tient là, fixant le cratère et la traînée de destruction, complètement sans voix, se demandant sérieusement si Davion est même humain, car aucune personne normale ne fait ça sans compétence. Et c'est là que ça lui revient. Être trop confiant face à un monstre comme ça, c'est un moyen rapide de mourir. Mais juste à ce moment-là, le karma entre en jeu. Dabian commence à tousser à cause de la poussière qu'il a lui-même soulevée. Et l'alpha des hyènes cornues tire, se jette et transperce avec sa corne chargée d'éclairs. Zéon panique et lui crie de faire attention. Pendant ce temps, le vieux regarde la corne qui dépasse de lui, un peu confus, comme si... Eh bien, pourquoi ce chien a-t-il un champ magique? Il s'avère qu'elle est au moins de rang B. Et il ne s'en souciait même pas. Et puis, mes amis, l'inquiétude devient complètement inutile. Parce que Dabian attrape la corne comme s'il en était le propriétaire. Des éclairs crépitent à travers lui, à peine réactif, notre protagoniste est en erreur 404. Essayant de comprendre quelle physique quantique il observe, même l'alpha est perturbé et recule, car ce vieux fou profite de ces éclairs comme d'un fauteuil de massage pour son dos douloureux. Une fois sa séance de spa terminée, il fait savoir à la pauvre victime que c'est la fin, saute sur elle et enfonce son épée profondément, éclaboussant de sang le champ de bataille, et Zéon reste là, réalisant qu'il a été idiot de s'inquiéter pour cet homme. Après le combat, c'est le mode butin, ils commencent à récolter les hyènes, et notre garçon, maintenant vêtu de la peau de l'alpha comme une mise à niveau, demande quand ils partent enfin. Il est surpris que Daoden prenne même les cornes, mais apparemment c'est un matériau précieux pour les armes basées sur la foudre. Puis, sans crier gare, le vieux lui lance une dague et annonce la nouvelle. Le plan de repas gratuit est terminé, gamin. À partir de maintenant, tu chasses ta propre nourriture. Et oh oui, la viande de hyène cornue est principalement toxique, seul le muscle de la cuisse est sûr. Puis il attrape Zéon, qui reste là à baver, et lui ordonne de se bouger et de sécuriser sa nourriture avant le lever du soleil. Alors notre garçon se met à découper, jusqu'à ce que le soleil se lève, il a déjà l'air beaucoup plus aguerri qu'avant. Toujours pas de source d'eau, mais son sac est rempli de viande et une compétence de marche dans le sable rend la traversée du désert de jour facile, ce qui, bien sûr, lui monte à la tête. Il commence à taquiner le vieux, comme si ça va, Daoden, tu as du mal à marcher, le vieux lance un coup de poing que notre garçon esquive d'une manière ou d'une autre et commence immédiatement à se sentir arrogant en se moquant de lui, mais se fait tout de même frapper sur la tête. Alors qu'il crache du sable, Daoden lui dit franchement que son dos lui fait un mal de chien et qu'un simple truc de marche ne le rend pas spécial. Zéon boude en disant que c'était juste pour rigoler. Il avait déjà soif et maintenant sa bouche est pleine de sable sec, sauf que ce n'est pas le cas, sa bouche n'est en fait plus si sèche. L'air semble humide, pendant une seconde il pense halluciner, mais un coup d'œil au visage de Daoden confirme que c'est réel. Et juste au-dessus de la dune, devant eux, se trouve ce dont chaque voyageur du désert rêve, une véritable oasis. Pendant un instant, il pense qu'il doit devenir fou. Alors il regarde le vieux, et lui aussi regarde dans la même direction avec cette confirmation. Notre garçon se précipite en haut de la dune en criant d'excitation, car jusqu'à présent, cette chose n'était que rumeur pour lui, donc sans trop réfléchir, il glisse dans le sable, désespéré pour cette douce eau.
Non, Zéon court droit vers le bord et plonge sa tête entière dedans, laissant sa peau de désert craquelée absorber l'humidité pour la première fois depuis qu'il a été jeté dans cette poêle à frire. Il ferme les yeux, laissant ses pensées dériver, vivant sa meilleure journée de spa, puis il remarque une lumière brillante au fond du lac. Ro continue de fixer cela, devenant de plus en plus somnolent, s'épuisant d'air comme si ce n'était pas un problème. Daoden crie son nom et descend la pente à toute vitesse car un véritable monstre marin s'approche de notre garçon pendant qu'il est occupé à être hypnotisé. À la dernière seconde possible, le vieux le tire avant qu'il ne devienne nourriture pour poisson, le jette au sol comme un bagage, saute dans les airs et supprime la chose d'un coup d'épée net. Pendant ce temps, Zéon, qui vient d'échapper à la mort, regarde tout cela et se laisse distraire par l'arc-en-ciel qui se forme au-dessus de l'oasis. Le cerveau de notre homme a une durée d'attention de 5 secondes et chacune de ces secondes est occupée. Daoden tire le gros poisson de l'eau et explique que c'est un pêcheur de sable, puis commence à donner des infos de survie, disant à notre garçon comment il utilise la lumière sur sa tête pour hypnotiser ses proies avant de les manger. En gros, une canne à pêche avec un corps attaché, puis son visage devient très sérieux et il fait passer le message à notre garçon, le réprimandant pour avoir oublié tout ce qu'il a appris, lui disant que les fous imprudents comme lui sont toujours les premiers à mourir ici dans le désert. Et Zéon ne peut que dire oui monsieur, le vieux soupire, voit qu'un élève écoute enfin et lui donne une nouvelle mission. Dépecer le monstre. Il s'avère que le pêcheur de sable est une bête magique de rancée et sa peau ventrale est parfaite pour faire une robe. Et notre garçon, génie qu'il est, demande si le vieux a vraiment besoin d'une robe à ce point. Daoden atteint sa limite quotidienne de stupidité à ce moment-là et commence à le railler, le traitant de plus bête qu'une étoile de mer sans cerveau. Et le gars invente même de nouvelles insultes, demandant si le côté gauche du cerveau de notre garçon a été frappé par un rayon de pétrification et que le côté droit a été corrodé ou quelque chose comme ça, et Zéon ne peut pas supporter les insultes, il commence littéralement à saigner des oreilles à nouveau, et s'excuse avec le sourire le plus nerveux du monde. Le vieux continue, même si le poisson a beaucoup muté, il ressemble toujours à l'espèce qui vivait sur Terre, donc Zéon ferait mieux de bien regarder, puisque c'est la première fois qu'il en voit un vrai. Notre garçon l'étudie attentivement, arrive à la conclusion profonde que les poissons sont horrifiants, et se met au travail, et le travail se passe très mal. Gamedam le regarde patauger et lui dit d'arrêter de traiter le poisson comme s'il faisait un massage à sa grand-mère. Zéon lui dit de se mêler de ses affaires et se remettre au travail. Il réalise vite que la peau est trop dure pour un couteau normal, alors il canalise du maïna dans la lame, l'affûtant jusqu'à ce qu'elle tranche proprement. Et crédit où il est dû, notre gars commence à cuisiner. Il gratte les écailles et les transforme en petites aiguilles, puis utilise les tendons reliant la viande aux os comme fil. Mode survie à fond, tout l'équipement fait d'un seul poisson mort. Aiguilles, fil, cuir de ventre, siranque de qualité sur papier. C'est une recette de craft légendaire. En pratique, même avec toutes ces idées dignes d'un Oscar, la robe finie ressemble à un véritable crime contre la couture. Les matériaux faisaient leur part, l'artisan non. Daoden, avachi contre le poisson mort, comme si c'était un pouf, jette un œil et le critique pour avoir gâché une si bonne prise sur quelque chose d'aussi inutile, mais notre garçon ne s'arrête pas. Il dit qu'il lui reste plein de matériel et recommence. Quelques heures plus tard, il tient une robe finie qui a l'air correcte. Zéon s'emballe tout de suite, parlant de vendre ça pour du profit, peut-être ouvrir sa propre boutique de couture, puis Daoden l'appelle et Zéon se retourne en criant qu'il ne rendra pas la robe, mais le vieux n'en veut même pas. Il tient un gros organe en forme de sac, encore saignant, et lui dit d'arrêter de rigoler et de commencer à manger cette vésicule biliaire car c'est un médicament très rare et puissant. Zéon essaie de discuter mais la réponse de Daoden est « mange-le ou je te tue » et Zéon ne peut pas argumenter contre ça. Alors il regarde la chose une seconde, hésite un moment, puis commence à la dévorer comme un homme affamé, car se faire tuer est pire que le mauvais goût, et le goût est mauvais, plus amer que du jus d'orange juste après du dentifrice. Mais bizarrement, après quelques bouchées, sa faim n'est toujours pas satisfaite, alors il continue à manger de plus en plus. Dès qu'il finit, le vieux dit « Maintenant, il est temps que tu brûles ». Et avant que Zéon puisse même demander ce que ça veut dire, sa gorge se serre, il commence à s'étouffer, et on dirait un réacteur nucléaire qui explose en lui. Son corps entier perd le contrôle, alors que la chaleur se propage partout, et il crie de douleur insupportable. Pendant que Daoden lui dit d'arrêter de faire l'enfant et de le supporter comme un homme. Puis le vieux commence à faire un monologue, tout dans la vie est comme cette oasis. Tout disparaît comme si cela n'avait jamais existé. Les pêcheurs de sable renaissent et gardent le cycle équilibré.
Pendant ce temps, son élève est littéralement en train de cuire vivant sur le sol. Zéon l'interrompt au milieu de sa sagesse et lui dit de passer les histoires émotionnelles et de l'aider. Et Daoden, regardant le gamin se tortiller comme un ver de terre sur du sel, ne fait absolument rien et se met à dormir. Le lendemain matin, Zéon ouvre les yeux sur le vieux qui le fixe avec un sourire maléfique, ce qui lui fait presque sortir l'âme du corps, et il lui crie dessus pour lui avoir presque donné une crise cardiaque. Ils échangent encore quelques mots sympathiques avant que Daoden ne demande comment il se sent, et c'est là que notre garçon remarque que quelque chose a changé. Il se sent plus léger. Ses muscles semblent plus forts, et le mana en lui est sur le point de déborder. Il teste son corps amélioré et demande ce qui s'est passé, car on dirait qu'il vient de prendre un sérum de super soldat. L'ancien explique que c'est la vésicule biliaire du poisson, un objet de triche pour survivre dans le désert. Ça rend une personne beaucoup plus forte. C'est aussi extrêmement précieux, ce qui rend Zéon mal à l'aise à l'idée de le manger. Mais Daoden s'en moque. Il l'a fait parce que le gamin était trop faible et il refuse d'être ralenti par un poids mort. Zéon argue qu'il est parfois utile et l'ancien lui dit de se taire et de commencer à manger car ils ne partiront pas tant que le poisson entier n'est pas consommé. 4 jours plus tard, l'angle de sable n'est rien d'autre que des os propres. Il est temps de partir. Zéon sourit, enfile sa nouvelle cape et ils reprennent la route. Le temps n'est pas clément. Ils font un pas et une tempête de sable se lève, mais ce n'est pas un problème pour notre garçon, grâce à son talent. Pendant ce temps, il est vraiment surpris que l'ancien ait l'endurance de continuer sans ralentir. Daoden parle en sazan depuis des jours, ce qui fait se demander à Zéon si l'ancien traverse une sorte de ménopause masculine, 2 semaines de marche maintenant, et il commence à se demander si son maître sait même où ils vont. Juste à ce moment-là, un monstre fourmi géant surgit derrière lui, et Zéon l'explose avec un rayon de sable, sans même interrompre sa réflexion. C'est comme ça qu'on sait que le régime de vésicule biliaire fonctionne. Il se demande combien de temps ils doivent encore marcher. Quand il remarque que la fourmi est toujours vivante, ça attire son attention, et il admet que la chose est plus résistante que prévu. Il espérait passer sans problème, mais le désert a dit non, alors il s'assoit, ressent toute la colonie de fourmis grâce à ses pouvoirs de sable et décide de s'en occuper, et il ferait mieux de se dépêcher, ou l'ancien va le tuer avant que les fourmis n'en aient la chance. Alors notre garçon Zéon passe en mode destruction avec le blaster de sable, transformant les fourmis en confettis, et s'ennuie en le faisant. Et honnêtement, les jours de tempête de sable sont en gros un bonus pour lui. Des munitions infinies partout où il regarde, il suffit de viser et de supprimer. De plus, ces techniques ont aussi monté rapidement de niveau. Maintenant, après avoir abattu tant de fourmis, notre garçon s'attendait à des éloges de l'ancien, mais Daoden ne ralentit jamais. Il continue juste à marcher et laisse Zéon derrière pour nettoyer les nuisibles qui traînent. Alors Zéon a commencé à le maudire, disant qu'il n'y a pas un brin de loyauté chez cet homme. Pas étonnant qu'il soit encore célibataire à son grand âge. Et pendant qu'il se demande si le geyser peut entendre ses insultes, son rayon de détection de 10 mètres capte quelque chose de désagréable. Maintenant, notre gars est toujours en alerte. C'est pourquoi il réagit instantanément chaque fois qu'une alerte se déclenche. Mais ce signal est différent. Ce qu'il ressentait était plus proche de la terreur pure que d'une bête démoniaque. Juste à ce moment-là, le sol éclate et une véritable stampede de fourmis sort comme si le désert venait d'ouvrir un portail vers l'enfer. Zéon se tourne vers l'ancien comme pour demander un peu d'aide. Et Daoden s'assoit juste là pour regarder. En le voyant se détendre là-bas, notre garçon a compris ce que cela signifie. C'est comme un test pour lui. Alors il se dit « Tant pis, je ne peux pas pleurer auprès de grand-père chaque fois que les choses deviennent épicées. Il n'y a pas moyen que le geyser n'ait pas vu ça venir. » C'est une quête, un test. Alors Zéon se concentre. 1000 fourmis. 10 000 fourmis, peu importe, les insectes sont des insectes. Il forme une sphère de sable roulante et piège toute l'armée à l'intérieur. Et c'est déjà une lutte pour tout maintenir quand un deuxième groupe apparaît pour ruiner son élan. Sa confiance s'effondre sur place alors que les fourmis l'entraînent comme un sac poubelle. Mon gars est là à défier des insectes en duel. Batte-toi comme un homme, arrêtez de vous liguer. Et elle continue de l'assaillir comme s'il était la friandise la plus sucrée du désert. Il trouve une ouverture. Il durcit un peu de sable sous ses pieds et s'envole, pensant que les fourmis ne peuvent l'attaquer que sur le sol, mais ces choses s'empilent en une fourmilière vivante et continuent de grimper après lui. Il vole plus haut pour avoir une meilleure vue, pensant qu'il est en sécurité là-haut, mais non,
Il s'avère que des fourmis géantes peuvent se lier pour former une tour de fourmis encore plus gigantesque, et quand son planeur de sable s'arrête en plein vol, il manque de s'écraser, le cri est un véritable cauchemar, alors qu'elles s'accrochent à son pied comme si leur vie en dépendait, le tirant vers le bas par la cheville et le frappant dans le sable sans aucune pitié. Il faut à Zéon 1 minute entière pour se relever, haletant et crachant du sang, et quand il lève les yeux, Daoden le regarde toujours avec le visage le plus désintéressé imaginable. C'est exactement le carburant dont il a besoin. Une fois de plus, il est de retour en mode maniaque, se tourne vers Daoden et dit « Très bien vieux, regarde-moi survivre à ça ». Et pour la première fois depuis le début de ce combat, Daoden réagit réellement. Un éclat d'approbation, il aime l'esprit du gamin, même s'il reste un idiot certifié, parce que réfléchissez-y, dans un monde devenu pourri et enseveli sous rien que du sable, le pouvoir de Zéon est en gros un code de triche. Il aurait pu l'utiliser pour mener une vie facile et confortable, et ça aurait été la fin pour lui, une existence superficielle, c'est ce que ces idiots à l'esprit étroit ne comprennent pas, ils sont tellement obsédés par leurs petites illusions qu'ils ne savent même pas pourquoi le monde a fini comme ça en premier lieu. Une personne éveillée est censée maîtriser son talent, l'utiliser et l'évoluer à son maximum, pas se faire écraser en un soldat standardisé. Et Daoden pourrait être l'un des très rares à se souvenir encore de cela, moment de déballage de trauma les amis, en voyant notre garçon se battre. L'esprit de Daoden dérive vers la tragédie qui a ébranlé les fondations du monde il y a 100 ans, celle que la plupart des gens ont commodément oubliée. À l'époque, l'ancien était plus inutile que notre garçon. Il a perdu le compte des gens morts devant lui, camarades, voisins et sa propre fille, toutes victimes de la catastrophe. Il ne s'est jamais senti aussi impuissant. Tous ceux qui comptaient étaient partis, tandis qu'il restait là, figé comme un idiot. Mais ce gamin, Zéon, une autre espèce, il ne faiblit jamais, même avec des chances contre lui. Pour Dayton, ce punk pourrait devenir tout ce qu'il veut tant qu'il est assez fou pour se jeter dans la mêlée entre la vie et la mort. Zéon prouve son point en riant au nez de l'armée de fourmis, comme un homme qui a perdu sa dernière cellule cérébrale. Ils ont raté leur chance. Maintenant, c'est l'heure du massacre. Dayton sourit en voyant le punk tout excité avec son invention, et à la fin du bombardement, le terrain ressemble à la lune. La plus grosse fourmi de la colonie surgit sans un bruit et le saisit dans ses mandibules. Il est empoisonné, sa mana échappe à son contrôle, le poison bloque ses points de mana, impuissant. Notre garçon est le plat principal d'un festin dégoûtant, et il ne peut pas bouger, il se fait manger vivant. La vie est injuste, le flashback n'avait aucun bon souvenir, mais c'est pourquoi il refuse de mourir comme un perdant. Il prend le sable sous ses pieds et élimine chaque larve moche autour de lui avec une explosion épineuse. Son repas gratuit est de retour sur ses pieds avec des dizaines de missiles compressés autour de lui. Une seconde ligne de sable sur son bras, grâce à l'entraînement non-stop avec le vieux. Nettoyage du poison, restauration de l'endurance et un gros boost de sa capacité de mana. Et tu sais ce que toute cette puissance de feu améliorée lui apporte contre la reine des fourmis? Absolument rien. Notre gars tire des missiles de sable et ce bug n'a pas une égratignure. Pendant ce temps, la reine riposte avec ses membres rapides et un coup dévastateur brise la roche en poussière. C'est le genre de différence de poids avec lequel on doit composer. Zéon continue son barrage de sable, mais cette carapace noire pourrait aussi bien être une armure de fin de jeu. À ce stade, mon homme serait content d'une bosse, d'une égratignure, de n'importe quoi. Après quelques salves ratées, il finit par l'accepter. Les missiles de sable ne suffiront pas, peu importe à quel point ils sont compressés et destructeurs. Il est temps de repenser toute la stratégie. Parce qu'il doit y avoir un moyen de briser une armure incassable. Écraser? Non. Perforer? Toujours non. Donc ce fou opte pour la troisième option. Si tu ne peux pas briser l'armure, arrache-la simplement de son corps et il s'y engage vraiment. Zéon prend chaque grain de sable qu'il peut contrôler et couvre tout le corps de la reine avec, puis imagine un mouvement de déchirement dans sa tête, tordant et pelant toute la carapace de sa chair comme s'il ouvrait un pot récalcitrant. La reine commence à crier de douleur immédiatement. La reine fourmi, au lieu de riposter, commence à rassembler de la pure mana dans ses mandibules, préparant une contre-attaque à distance pendant que Zéon est en plein déchirement. Il s'avère que notre garçon n'est pas le seul fou dans ce nid de fourmis. La mana qu'elle charge produit des ondes à ultra haute fréquence, si désagréables que les oreilles de Zéon commencent à saigner,
et à ce rythme, son cerveau pourrait simplement exploser sous la pression. Ce qui a commencé comme un combat de boss simple s'est maintenant transformé en un véritable concours de résistance et de tolérance à la douleur. Zeon pensait que son plan de déshabillage était le coup de génie du siècle, qui aurait pu deviner que la leader de la colonie avait quelque chose dans ses nombreuses manches, et que cette chose le faisait saigner des oreilles et des yeux. Les règles sont simples, celui qui meurt en premier perd. Ce type est un vrai haineux. Il ira avec plaisir dans la tombe avec son ennemi si cela signifie qu'il y a ne serait-ce qu'une petite chance de gagner. L'angoissante impasse se brise enfin quand Zeon sent sa conscience se briser. Quelque chose se casse à l'intérieur de son corps et coupe la connexion entre son corps et son esprit. Il a atteint sa limite absolue et son corps inutile ne peut plus suivre sa rancœur. Tout ce à quoi il peut penser, c'est à quel point il en a marre d'être aussi pathétique et faible. Le geyser a dû entendre ses pensées en le soulevant de la terre, car Daoden commence à le traiter de débile pour avoir failli mourir. Et puis, miraculeusement, Zeon rétablit la connexion entre son corps et son esprit, se réveille et fait même une blague en disant qu'il laissera le geyser donner le dernier coup. Pas besoin d'intervention, cette reine fourmi de Rancé était bien au-dessus de ses capacités et il a refusé d'abandonner, se battant jusqu'à la fin, gagnant son droit de vivre par pure persévérance et créativité. Daoden le couvre de louanges pour la première fois depuis qu'ils se sont associés, ce qui serait un beau moment, sauf que les tympans de Zeon sont complètement éclatés, et il n'entend rien. Le gars reçoit enfin un compliment et rate tout, réalisant que les oreilles du gamin sont cramées. L'ancien porte son corps inerte près du cadavre de la reine, dans une petite clairière, où une sphère scintillante est posée là, bien rangée. Zeon demande ce que c'est, alors Daoden commence à griffonner des explications sur les murs. Cette sphère est l'œuf de la reine, c'est un médicament, au goût de fraise, et il dit à notre garçon de le manger. Tout le monde sait que la partie fraise est un mensonge, alors notre garçon plisse les yeux sur le mur, griffonne, complètement confus, mais le message est clair, Daoden l'encourage à manger encore une matière mystérieuse, et Zeon a des traumatismes. La dernière fois que cela s'est produit, c'était avec la vésicule biliaire d'un pêcheur de sable, alors il pose la question évidente, est-ce que l'avaler va faire mal comme cette maudite vésicule? Daoden, étant un gars bien, répond honnêtement, manger l'œuf va probablement le tuer. Un petit problème, les tympans de Zeon sont toujours cassés, donc cet avertissement de vie ou de mort passe complètement inaperçu. Le gars voit juste les lèvres de l'ancien bouger, et décide « Hé, je lui fais confiance », et penche sa bouche vers l'œuf scintillant. Et voici la partie qui m'a vraiment touché. Ce gamin est un rat des rues de Néosoul. Il n'a même jamais goûté une fraise de sa vie. Mais si les fraises ont le même goût que cet œuf de fourmi, alors les fraises doivent être délicieuses, et il demande en plaisantant des secondes. Ouais, garde cette pensée, parce que dans la seconde suivante, son visage devient pâle, dès que l'œuf se pose, et des jets de sang commencent à éclater sur tout son corps. Le saignement qui venait de s'arrêter reprend, car notre garçon subit maintenant quelque chose appelé inversion des organes, qui est aussi horrible que ça en a l'air. Ses intestins et tout ce qui les entoure se tordent, se percent et se mélangent comme si quelqu'un avait enfoncé un bâton épineux là-dedans. Il s'avère que l'œuf de la reine fourmi est normalement utilisé comme poison mortel. Même une petite dose inverse de force, les organes internes d'un humain, et la plupart des gens meurent sur le coup à cause de l'angoisse et du choc. Au goût de fraise, cependant. Alors que la douleur brouille son cerveau, Zeon maudit l'ancien de l'avoir encore traîné en enfer, et honnêtement, c'est valable. De jour en jour, tout cela fait partie du plan. Exposer le gamin à un niveau de douleur qui briserait les volontés les plus fortes, et ses chances de survivre dans ce monde fou augmentent. Grande théorie Daoden. Dommage pour l'exécution, car la phase 2 de l'inversion des organes est Zeon vomissant des gallons de sang. Le fait qu'il soit encore debout est un miracle. Mais alors que la perte de sang s'installe et que le choc prend le dessus, le gamin commence à se remémorer les derniers jours, et ça fait mal. Il pensait avoir enfin trouvé quelqu'un en qui avoir confiance. Maintenant, il se demande si Daoden n'est qu'un sadique. Maintenant, il se demande si Daoden n'était qu'un débile aux yeux de Daoden tout ce temps. C'est marrant, il se traite de débile même dans ses monologues. Il glisse et s'effondre dans sa propre mare de sang, et Daoden regarde juste. Laisse-le se tordre.
Pendant que notre garçon convulse au sol, cet homme s'approche tranquillement du corps de la reine et commence à fouiller comme si c'était un butin. Ça ne lui prend pas longtemps. Il tire un morceau brillant de son bas-ventre et rigole, car la pierre de mana d'une bête est d'un tout autre niveau que les trucs mentaux. C'est un vrai jackpot. Puis il décide que les corps de fourmis pourraient être utiles plus tard et les cache dans un espace de stockage indépendant. Tout cela lui vaut un regard désapprobateur de son épée, Crayon, et Deiden l'admet. Oui, il a peut-être poussé le gamin trop loin cette fois, mais il n'y avait pas d'autre choix. S'il est faible, il meurt. C'est comme ça que fonctionne le destin, et de toute façon, Crayon le sait aussi bien que lui. Il manque de temps. Au lever du soleil, Zéon continue de défier des probabilités impossibles en se réveillant après une sieste comme un bébé vidé de son sang. La première chose qu'il voit, ce sourire agaçant sur un visage ridé, et notre garçon ne réfléchit pas, il passe directement en mode attaque contre son propre mentor. Deiden lui dit d'arrêter de soulever de la poussière tant qu'il est encore gentil, mais Zéon n'écoute pas. Il a déjà une nouvelle série de missiles de sable chargés et verrouillés sur la position du vieux. Deiden essaye une dernière mise en garde, et notre garçon tire quand même. Et regardez, on ne peut même pas lui en vouloir. Le gamin fonctionne en pilote automatique, convaincu que le vieux a essayé de le tuer intentionnellement, son sable ensevelit Deiden profondément, et il bouge et parle comme un esprit vengeur avec une rancune à régler. Puis, insatisfait du sable, il tend la main vers les stalactites pointues suspendues au mur de la colonie, utilise ses grains fins pour scier l'un des énormes pics et fait s'effondrer le tout sur Daoden. Donc, cette combinaison l'a complètement épuisé. Des feux d'artifice impressionnants, certes, mais la mana et l'endurance de Bill ont dû être payés immédiatement. Et pendant que Zéon raconte comment quelqu'un a essayé de l'assassiner, le vieux soupire et se demande sérieusement si ce gamin a une seule cellule cérébrale fonctionnelle. Certes, peut-être que les toxines des œufs de la reine ont un peu pourri son cerveau. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas utiliser ce qu'il reste dans ce crâne épais. Et puis il dit calmement que s'il voulait te tuer, un coup sur le front aurait suffi. Pourquoi quelqu'un s'embêterait à empoisonner un petit bâtard vermoulu? C'est une façon insultante de le dire, mais il fallait admettre que la logique tient. Alors Deiden explique enfin ce qu'il aurait probablement dû expliquer avant de le lui donner. L'œuf de la reine est un poison létal qui tord et transperce tes organes. Et si tu survis à ça, il élimine toutes les toxines et impuretés de ton corps. Poison mortel ou médicament céleste, selon comment tu l'utilises. Et avec toute la saleté interne disparue, la mana afflue pour remplir l'espace vide. Il a dû sentir la différence en essayant de tuer son propre mentor tout à l'heure. D'après l'estimation du vieux, la mana de notre garçon a triplé ou quadruplé. Un boost de stats gratuit, un léger traumatisme organique, un échange équitable. Dès que Zéon reçoit l'explication, il s'excuse profusément et saute littéralement dans les bras de Deiden, affirmant qu'il n'était pas dans son bon état d'esprit. Le vieux ne fait pas toute une histoire. Il est surtout dégoûté d'être enlacé par un type plein de morve. Oh, et en prime, l'œuf a aussi guéri ses blessures. Ses tympans sont complètement rétablis. Il peut entendre les insultes en haute définition. Quelle bénédiction! Zéon refuse de le lâcher, peu importe les protestations de Dayton, et pendant que cet idiot s'accroche à lui, le vieux parle intérieurement avec sa lame du pari qu'ils viennent de prendre en le laissant manger cet œuf. Et voilà le truc, les excuses en larmes de Zéon n'étaient que partiellement fausses. Il ne voulait surtout pas énerver le vieux davantage. Intelligent, honnêtement, mais Dayton pense que le risque en valait la peine. Si notre garçon ne devient pas fort rapidement, il n'est qu'un poids mort, et parfois, des paris risqués portent leurs fruits comme aujourd'hui. Alors le vieux soulève Zéon comme s'il ne pesait rien. Il est temps de quitter cette colonie de fourmis lugubres. Zéon est confus. Je peux marcher maintenant. Pourquoi tu me portes encore? Eh bien, puisque quelqu'un a dormi pendant 4 jours d'affilée, il a perdu assez de temps sous terre, et il n'y a qu'un moyen rapide de remonter à la surface. Et au moment où le vieux pointe le plafond épineux, Zéon sait qu'il va se faire mal. Qu'il approuve ou non. Transition vers la paisible surface du désert. Ils sont interrompus brutalement alors que ces deux-là jaillissent du sol comme un bouchon. Dayton Woden s'éclate à fond. Zéon, pas vraiment. Pourquoi ne peuvent-ils jamais voyager comme des gens normaux? Et le vieux dit qu'il aimerait une belle promenade tranquille si un certain imbécile n'avait pas fait la sieste pendant 4 jours.
Il se sent sincèrement mal pour celui qui finira par épouser ce gamin pathétique. Les taquineries s'arrêtent net quand Dayton Wooden aperçoit quelque chose au loin. Zéon prétend que rien ne peut plus le surprendre. Puis il ferme immédiatement sa grande bouche dès qu'il suit le regard du vieux. Car devant eux se trouve une tortue terrestre de la taille d'une petite île. Cette chose est à près de 30 km et reste clairement visible. C'est comme ça qu'elle est ridiculement grande. Dayton Wooden explique que c'est la forteresse mobile Arxalan, une douleur géante dans son cul qui ne lui a jamais laissé un instant de paix. La tortue elle-même n'est qu'une bête magique de rang B, mais ses défenses dépassent largement celles de nombreuses A. Quelqu'un a réellement apprivoisé cette chose, a ajouté des modifications à sa carapace et l'a transformée en forteresse roulante. Le vieux dit à l'imbécile de bien regarder, car voir quelque chose comme ça fait réaliser à quiconque à quel point le monde est grand. Il y a de véritables monstres capables d'apprivoiser et de monter une bête comme ça. Et quand la forteresse passe devant eux, ces deux gars sont à peu près de la taille de la terre coincés entre les orteils de l'Arxalan. Puis la tortue s'arrête et quelqu'un saute de la carapace. La caméra se déplace et nous voyons un autre vieux. Et ce gars a l'air encore plus vieux que Daoden, ce que je ne pensais vraiment pas physiquement possible. Le fossile repère, Dayton Wooden dit « ça fait longtemps » et Dayton Wooden salue son vieil ami de la seule manière que les vieux monstres connaissent en se moquant de lui sur le nombre de dents qui lui manquent. L'autre vieux est choqué que cet homme ait plus de 100 ans et ait encore l'air si en forme. Dayton Wooden demande à Pavelsa ce qui l'amène ici puisque ce n'est pas son territoire. Et Pavelsa admet tranquillement qu'il fuyait des pillards. Et bien sûr, comment le vieux pourrait-il ne pas se moquer de lui pour ça ? Fuir des pillards est un peu pathétique, mais Pavelsa dit que c'est ce qu'on appelle être sage, quelque chose que tu ne connais pas. Pendant ce temps, tout cela se passe, et notre garçon se demande juste pourquoi chaque vieux dans cette histoire est ridiculement surpuissant. Pendant ce temps, Pavelsa n'écoute même pas, il fixe la massive tortue de pierre derrière eux, et ensuite Dayton Wooden pointe les escaliers sur la chose et leur dit qu'il monte sur la gigantesque bête de pierre. Zéon se recule, alors qu'un œil géant se fixe sur lui, et notre garçon décide que le meilleur plan est de rester complètement silencieux et de prier pour qu'il ne le considère pas comme sa nourriture. C'est alors que Pavelsa le remarque enfin et demande à Daywoden si c'est un nouveau subordonné. Daywoden attrape Zéon et dit qu'il a ramassé des déchets pour aider l'environnement. L'autre vieux se marre, ajuste son monocle et dit que le monde doit vraiment finir si ce type traîne quelqu'un avec lui. Ensuite, ils entrent et la mâchoire de Zéon tombe par terre, parce qu'il y a toute une ville construite sur le dos de la tortue. Daywoden explique que c'est le clan Moat, tous descendants du sorcier de la ruine. Puis, il ajoute que ce sont une bande de gens inutiles, juste devant son ami. Le vieux s'énerve et demande ce qu'il sait vraiment de leur clan, et Daywoden attaque. Il sait assez pour dire qu'ils seront tous abandonnés dès que le vieux mourra. Il fait une pause, se tait un instant, et dit juste qu'ils en parleront plus tard. On coupe sur une pièce élégante où tout le monde s'assoit et Pavelsa est maintenant prêt à voir les marchandises. Sur ce, le vieux ouvre un portail sombre avec sa main et déverse une montagne de trésors et d'équipements rares au milieu de la pièce. Et la première question de Zéon est sincèrement combien de vies tu as prises pour obtenir tout ça ? Il demande aussi si son maître est secrètement un sorcier et d'où vient tout ça. Et Daotin se plaint que cet idiot ne sait même pas ce qu'est un sous-espace et regrette de l'avoir amené. Pendant ce temps, Pavelsa inspecte le butin et loue la qualité parfaite de chaque pièce. Jusqu'à ce que Daotin perde patience, lui disent d'arrêter de lécher les bottes et demande ce qu'il obtient pour tout ça. Pavelsa plaisante sur le fait de payer en pierre de mana, Daotin était prêt à en venir aux mains, il ne rigole pas avec les paiements. Alors Pavelsa demande ce qu'il veut vraiment et Daotin le liste. Une cuirasse faite d'une carapace de reine fourmi plus un objet de sous-espace. Pavelsa rit, pourquoi le gars qui a déjà le meilleur équipement en voudrait-il ? Et Daotin attrape encore une fois notre garçon qui a déjà été frappé 2 fois à ce stade et dit que c'est pour ce débile. Les yeux de Pavelsa s'écarquillent et il pense que pour cet homme se soucier de quelqu'un, ce gamin doit être utile pour quelque chose. Alors il crie à travers la pièce pour une fille nommée Kay, la grande porte en métal s'ouvre et les amis, l'auteur sait faire des présentations. On regarde ses atouts et notre garçon planifie un mariage dans sa tête. Daoden demande si elle a toujours ce bracelet de sous-espace qu'elle a fabriqué il y a un moment. Elle ne l'a pas, mais elle a un gant qui s'est si bien retourné qu'elle l'a gardé pour elle. Il lui ordonne de le donner à Zéon et elle répond « Pardon quoi ?» Daotin est surpris que la petite fille soit devenue une enchanteresse et loue le vieux d'avoir laissé quelque chose d'utile pour sa petite fille. Et Daoden la pousse en avant.
lui dit de le faire sans râler et de faire aussi une nouvelle cuirasse. Alors Kay conduit Zéon à travers la ville vers son atelier. Et en chemin, elle demande quelle est sa relation avec ce monstre de maître qu'il a, expliquant qu'il a rencontré le vieux par hasard et qu'il a été traîné depuis. Elle le saisit dans une panique totale, criant qu'il est impossible de rencontrer cet homme et d'être encore en vie. Zéon regarde dans ses yeux et le reconnaît instantanément. C'est du traumatisme. Il se remémore Daotin avec des yeux rouges brillants et oui, il comprend. Elle remarque aussi son expression et devine qu'il a le même PTSD. Elle l'avertit que Daotin est un monstre en peau humaine, et Zéon acquiesce sans une seconde d'hésitation. Ils atteignent une grande porte en métal, et toute sa personnalité change. Elle affiche un sourire fou et lui dit de ne pas avoir peur. Il n'a jamais rien vu de tel de sa vie. Elle n'a pas tort. Zéon entre et reste là, la bouche ouverte, fixant des centaines d'objets incroyables, tout ce qu'elle se vante d'avoir fabriqué elle-même. Puis, elle sort le chef-d'œuvre. Elle le regarde avec des yeux avides que vous ne recevrez jamais d'une fille et commence à en développer les caractéristiques. C'est un gant de sous-espace auto-réparant fait de matériaux super rares, d'attributs de feu, avec le potentiel de devenir une arme monstrueuse avec le bon objet à l'intérieur. Zéon tend la main vers lui, dit merci et ne lâche pas prise. À la dernière seconde, ma fille tire son bébé en arrière, refusant de remettre sa création à n'importe qui. Et tous deux se retrouvent dans une véritable lutte. Zéon est traîné à travers l'atelier en criant, demandant ce qu'elle veut de lui. Il finit par le libérer et crie que son enfant est à lui maintenant. Et juste à ce moment-là, un violent tremblement secoue tout l'atelier. Tous deux regardent le plafond, terrifiés, et Zéon demande s'il devrait, rendre le gant. Elle crie non, les tortues rugissent, ils sont là. Zéon demande qui c'est, et elle regarde juste, trop effrayée pour répondre. On coupe dans l'autre pièce où Daoden est affalé sur le canapé comme si c'était un jour de spa, pendant que son vieux pote regarde le plafond en grommelant sur leur persistance. Puis la scène change, et Zéon et Kay descendent en courant les escaliers, notre garçon est en pleine panique, lui demandant si ce sont vraiment les pilleurs. Et Kay dit « Ouais, c'est le gang du requin noir, une bande de fous dirigée par un capitaine éveillé de bas niveau, qui est pratiquement sauvage et ne s'arrête jamais, tuant des gens juste pour le plaisir. » Zéon est vraiment confus. Comment un guerrier faible peut-il provoquer autant de panique? Il défonce cette énorme porte dorée pour entrer dans la pièce principale. Kay crie pour son grand-père, pièce principale. Kay crie pour son grand-père et Pavelsa dit juste « Ouais, je les ai vus aussi ». Elle suggère de prendre la grosse tortue et de partir, mais Pavelsa dit que le gang va les rattraper de toute façon, donc c'est le moment parfait pour riposter. Kay propose de rassembler les guerriers, mais Daoden refuse immédiatement, disant qu'ils s'en sortent. Pendant ce temps, Kay est là, totalement perdu, regardant Daoden siroter tranquillement sa boisson avant de crier soudainement à Zéon de se préparer pour le combat. Notre gars dit « Attends, moi? Sur les deux, tu parles de moi ?» Et le raisonnement de Daoden est simple. Tu as pris le trésor, maintenant tu dois payer le prix en te battant pour ça. Zéon demande comment il est censé battre un guerrier éveillé de haut niveau, et le vieux le fixe et dit « Quoi? Tu as peur ?» On coupe à Zéon dehors dans la tempête, tirant sa capuche, maudissant ce vieux pour avoir utilisé le coup le plus bas. Le gars l'a essentiellement piégé dans ce combat, avec juste un gantelet comme paiement. Pas le temps de broyer du noir, il prend une respiration, ferme les yeux et commence à élaborer une stratégie, se concentrant sur le pouvoir étrange de ce nouveau gantelet qu'il porte. Sur la tortue, Pavel se demande si c'est vraiment intelligent de laisser le gamin là-bas tout seul. Et Daoden passe en mode tough love, disant que Zéon doit apprendre à survivre seul, et s'il perd, il meurt. C'est aussi simple que ça. Pavels l'accuse d'être trop dur avec le pauvre petit, mais même lui admet que si le gamin s'en sort, il pourrait devenir quelque chose de légendaire. Puis Daoden met ses mains en coupe et crie un dernier conseil à Zéon. Le gang du requin noir arrive enfin sur la tortue, et leur capitaine sourit et ordonne à son équipage d'éliminer tous les défenseurs, de ne montrer aucune pitié et d'en faire une leçon. Ces pirates rugissent et chargent, l'un d'eux criant que tout le monde doit se souvenir du nom du gang du requin noir. Ouais, ils s'en souviendront, mais pas pour la raison qu'il espère. Parce qu'au moment où ils chargent, le sol explose et propulse toute la cavalerie dans les airs. Les gars crient à la retraite, de la poussière partout, le capitaine crie « C'est un piège ?» Et sa copine jure que le chemin était dégagé, mais ce n'était pas le cas.
Zéon sort de l'ombre et attrape un membre de l'équipage du capitaine avant qu'elle ne réalise sa présence, la mettant hors de combat d'un coup. Un de moins, et le capitaine grince des dents en voyant ses hommes se faire battre si facilement. Zéon reste là dans la tempête, s'essuie le visage et dit froidement « Suivant ». Un épéiste aux cheveux bleus s'avance et se jette sur lui avec une attaque énergétique si puissante qu'elle fend les dunes de sable, mais ça ne touche rien car Zéon l'a bloqué avec sa lame. Le capitaine crie un avertissement et en plein vol, ce gars a ce moment classique de « Oh non, j'ai merdé ». Il tente une dernière attaque désespérée. Le capitaine crie à propos de coups bas et une énorme explosion de terre et de vent éclate juste devant Zéon. Le capitaine crie à la tricherie, mais honnêtement, gagner, c'est gagner. Il charge avec un coup de poing enflammé, appelant son allié pour une attaque combinée. Peu importe, Zéon bouge une fois, l'épéiste est à terre et la menace est neutralisée. Là, les yeux brillants et couverts de terre, Zéon se souvient de quelque chose. Daoden lui avait dit que l'ancien avait remarqué que Zéon était plus préoccupé par le fait de prendre une vie que par le danger et lui avait dit directement « Ces gars ne sont pas des gens, ils blessent les autres pour le plaisir, sans raison, et d'innombrables innocents ont souffert à cause d'eux, alors pourquoi se sentir mal pour eux ?» Zéon plante ses pieds, saisit son épée et décide « Non, des monstres comme ça ne méritent pas de pitié. » Le capitaine déteste absolument cette énergie, activant son aura rouge, maudissant Zéon avec une haine pure dans ses yeux rouges brillants. Des lances de sable commencent à pleuvoir pendant qu'un mur de terre enferme Zéon. Il commence à proférer des menaces, disant qu'il va découper Zéon, le donner aux monstres du désert, et faire souffrir toute sa famille avec un monologue de méchant. Zéon répond juste par un petit bonjour froid, puis demande calmement si ce sont ses derniers mots. En haut, Daoden regarde avec un sourire sincèrement fier de la rapidité avec laquelle ses élèves s'améliorent. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, notre garçon se prépare pour le coup final. Alors Zéon le regarde et dit « Edéché, ce sont vraiment tes derniers mots ?» Le capitaine des bandits prend enfin une seconde pour regarder autour de lui et voit son équipage entier transformé en cadavre, y compris son ami épéiste bleu, et il ne peut tout simplement pas le comprendre. Il passe en mode déni total, murmurant que ce sont de puissants guerriers, il n'y a pas moyen qu'un amateur les ait vaincus, et juste à ce moment-là, un énorme dragon de sable se forme derrière Zéon. Le capitaine est visiblement terrifié, mais au lieu de faire la chose intelligente et de fuir, il serre les poings, accumule toute son énergie de feu et crie à Zéon de cesser de se cacher derrière des tours et de montrer son véritable pouvoir. Il plonge à travers la tempête de sable, esquivant les pics de sable, saute dans les airs, frappe le sol avec un tourbillon de flammes, une énorme explosion destructrice qui crée un cratère, et puis crie, demandant ce que Zéon va faire ensuite, sauf que quand la fumée se dissipe, Zéon n'est plus là. Il tourne en panique, se demandant où est passé ce gamin, et Zéon réapparaît dans son angle mort et le frappe avec l'épée. Mais le capitaine sourit à travers la coupure, car maintenant Zéon est enfin à sa portée. Il attrape notre garçon, le cloue au sol avec une extrême préjudice, et plante un pied sur sa poitrine, tout en se moquant de son manque d'expérience au combat. Une erreur sur le champ de bataille te coûte la vie, gamin. Puis il saisit Zéon par le cou et commence à lui faire payer chaque membre de l'équipage tombé, hurlant littéralement leur nom entre les coups en mémoire de ses alliés morts. Chaque coup est un crochet chargé de feu et l'un d'eux déclenche une explosion si grande qu'elle creuse un autre cratère fumant dans le désert. Les bandits ont ce sourire psychotique, disant à Zéon que ses capacités ne fonctionnent pas dans sa prise, sauf ta faiblesse, prépare-toi à la fin. Le capitaine monologue en plein passage à tabac, ce qui n'a jamais fonctionné pour un méchant, il lève son poing pour le coup final, et Zéon glisse juste entre ses doigts, notre garçon sort de ses propres vêtements, comme du sable laissant le gant derrière dans la main du capitaine, et l'homme se retrouve à frapper dans le vide, en traitant Zéon de ralache. Zéon répond en sautant et en plantant un coup de pied droit dans son dos, qui le fait cracher du sang. Le capitaine sait qu'il a merdé en le laissant s'échapper. Mais il remarque aussi quelque chose. Les coups de Zéon sont bien plus faibles sans ce gant. Le gant était un amplificateur, le vrai secret de la puissance destructrice du gamin. Confiant, il a déchiffré le code. Il se jette dans le combat, lançant un coup violent en criant qu'il a compris tous les tours de Zéon. Une énorme pique de terre jaillit du sol et transperce le capitaine dans le dos. Attends, Zéon n'a plus le gant. Aucun sorcier ordinaire ne pourrait déplacer autant de sable sans amplificateur. Avant qu'il ne termine sa pensée, d'autres pics de terre le transpercent et le clouent au sol. Il manipule le sable,
Et bien qu'il soit en train de mourir, il refuse d'y croire. Il nous explique, le méchant était le combattant expérimenté ici. En bas, l'épuisement le frappe enfin, et Zéon tombe à genoux, crachant du sang. Ce jeune homme n'est définitivement pas ordinaire. À côté de lui, Daoden le fixe silencieusement. « Où diable as-tu trouvé un monstre comme ça ?» Pendant ce temps, Zéon vacille dans le sable. Il demande combien de temps ce gamin compte rester aussi naïf dans Mortal Kombat. Alors qu'il s'éloigne, Daoden lui dit de s'arrêter tant qu'il en a encore le temps. Les gens ici sont de simples forgerons, ils ne peuvent pas se battre. Puis Kay le prend dans ses bras, lui disant qu'il a été incroyable contre ces pirates. Il savait que ces pirates étaient pourris et le méritaient. Il n'avait juste pas le courage de prendre une vie et de porter cette culpabilité. Puis il réalise, Daoden a probablement vu beaucoup de bonnes personnes mourir à cause de cette même erreur, et sa sévère réprimande était sa manière tordue d'essayer de garder Xian en vie. Xian sourit et conclut que l'ancien a vraiment du mal à montrer son affection. Les deux forgerons le regardent comme s'il avait deux têtes et Kay lui pince les joues, demandant s'il s'est frappé la tête quelque part, disant que tout ça était bien trop pour un gamin de son âge. Pavelza se sent un peu coupable de voir un gamin se battre pour protéger des adultes qui ne le peuvent pas, alors il invite tout le monde à manger et dit à Xian d'aller prendre un bon bain. Pendant ce temps, Daoden se détend dans le palais, feuilletant calmement un livre rouge, quand Xian défonce la porte, lui criant d'arrêter de faire semblant de ne pas être dans la pièce. L'ancien ne lève même pas les yeux, il demande sarcastiquement si le lâche est venu annoncer qu'il abandonne. Xian insiste pour dire qu'il ne va pas céder si facilement, que le combat n'était rien, et Daoden, en train de siroter son thé, souligne un petit détail. « Gamin, tes mains tremblent encore, mais au lieu de le rabaisser, l'ancien dit que c'est normal. Seul un idiot ne ressent rien après une bataille. » Prendre une vie n'est jamais facile et cette culpabilité le suivra toujours. Pas besoin d'oublier la douleur ou de s'y habituer, car le jour où Xian cessera de se sentir coupable, c'est le jour où il deviendra l'un des monstres qu'il tue. Cette douleur prouve qu'il est encore humain. Puis, il gâche le moment en ajoutant que si Xian ne peut pas supporter la pression, la sortie est juste là. Xian crie qu'il a déjà dit qu'il ne céderait pas, dit à l'ancien d'arrêter de s'inquiéter autant, puis lui lance que comment pourrait-il laisser un vieux têtu mourir seul sans personne autour. Daoden le fixe en silence, puis sourit un peu et l'appelle un petit malin. Xian tente sa chance en disant que le bruit lui avait manqué, et l'ancien frappe la table de son poing pendant que Xian crie pour sa vie. On coupe à la forge où un énorme marteau fait jaillir des étincelles partout, et toute une équipe de forgerons travaille à stabiliser une lame. Kay est émerveillée. Elle n'a jamais vu autant de maîtres forgerons au même endroit. Et Pavelza explique qu'ils sont tous là, juste pour stabiliser l'épée de Daoden. Elle n'arrive pas à croire qu'une arme dégage autant d'énergie depuis des jours. Pavelza lui dit que l'épée s'appelle Crayon, un chef-d'œuvre né de l'obsession pure d'un homme, rempli de nombreux enchantements et des âmes de millions de bêtes magiques. C'est moins une épée qu'un être vivant à ce stade. Kay demande « Qui l'a fabriqué ?» Et l'ancien révèle que le créateur s'appelait Crayon. Kay est surprise. Le gars a nommé son épée d'après lui-même. Elle est un peu déconcertée, et Pavelza lui dit simplement de le voir comme une œuvre d'art. Puis il change de sujet et l'avertit, les visiteurs partiront bientôt. Daoden n'est pas du genre à rester inactif, donc il a probablement déjà fini de faire ses valises. Et de retour dans le hall, Pavelza demande ce qu'il fait parce que Xian est juste étendu sur le sol et Daoden lui dit d'ignorer ça, c'est juste de la discipline. Donc Kay reproche à Daoden de frapper Zéon et sa défense est en gros qu'il fait pareil avec lui. Puis Pavelza arrive, dit que l'épée est presque réparée et demande à Daoden de passer la prendre. Daoden le remercie vraiment, à voix haute, et ça choque complètement le vieux. Il est là, maintenant en train de maintenir Zéon au sol, se demandant « Attends, il vient de dire merci ?» Pendant un instant, il n'en croit pas ses oreilles. Mais ensuite, Daoden commence à expliquer, disant que c'est probablement la dernière fois qu'ils se voient. Pavelza devient un peu sérieux, parlant de ceux qui ont survécu à cette tragédie, fuyant leur passé comme des fantômes, mais Daoden n'a jamais détourné le regard, portant tout ça seul pendant 100 ans, et Pavelza le respecte énormément pour ça. Et comment réagit Daoden à ce discours lourd? Il dit juste encore merci, tout va bien. Pavelza sourit et dit qu'il espère qu'ils se reverront bientôt, et il est même choqué de dire ça à propos de ce gars, puis il voit Zéon sourire en sortant, et il réalise que le gamin est la raison pour laquelle Daoden est différent maintenant.
Pendant ce temps, Kay crie au loin qu'elle a hâte de les revoir aussi. 2 semaines plus tard, Pavelza est seul sur une montagne vide, pensant à la rapidité du temps, quand il dit « Oh, hé, je te vois te faufiler », ce qui fait peur à Kay, qui pensait être discrète. Il lui demande combien de temps elle va continuer à faire ça, puis remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle admet qu'elle se sent un peu vide ces derniers temps. Il s'avère qu'elle pense à Zéon perdant la tête à cause de son nouvelle armure de reine fourmi, entassant tout son butin dans son espace de stockage comme un enfant le matin de Noël, même en plaisantant sur Daoden caché là-dedans avec lui. Elle espère juste qu'il reste aussi heureux sur la route. Puis elle plaisante en disant que grand-père lui ressemble, et il rétorque qu'elle a encore 50 ans de moins pour lui ressembler. Puis il devient sérieux, lui demande d'aider Zéon s'ils se croisent à nouveau, et elle promet de lui fabriquer le meilleur équipement qu'elle ait jamais fait. Pavelza ferme les yeux, sirotant son thé, persuadée qu'elle croisera Zéon un jour. Elle dit qu'aider celui qui héritera de l'héritage de Daoden, c'est comme rembourser une vieille dette, car honnêtement, le monde entier doit quelque chose à cet homme. Coupé sur notre garçon et le vieux, et Zéon se fait encore frapper à la tête. Il pleure, a une bosse de la taille d'une balle de golf, et se plaint que le vieux va lui faire perdre ce qu'il lui reste de neurones. L'excuse de Daoden: Zéon était trop bruyant en chassant des monstres, ce qui est littéralement son travail. Zéon pointe l'épée du géant, et plaisante que même l'arme pense que Daoden est ridicule. Donc évidemment, il se fait encore frapper pour ça, se retrouvant face contre terre dans le sable, avec de la fumée qui sort de sa tête, allongé là à manger du sable. Au moins il est content d'avoir épuisé tout son mana pour la journée. Le mana, c'est comme un muscle, plus tu le pousses, plus il grandit. Tout cet entraînement brutal est dû au fait que Zéon a perdu son premier vrai combat contre un autre éveillé, un pillard, et ça l'a vraiment affecté. Il est en colère d'être encore si faible, d'avoir été si imprudent. Même les monstres aléatoires et qu'il tuait se battaient plus fort pour survivre que lui dans ce combat. Plus jamais, il se dit, il regarde le gant de feu de Kay et souhaite avoir eu un meilleur équipement plus tôt, se demandant s'il atteindra un jour le niveau de Daoden, ou peut-être même parler à sa propre arme un jour comme le fait Daoden, puis il voit le vieux chuchoter littéralement à son épée et se demande si le gars traverse une phase. Zéon sort le noyau d'énergie de quelque chose qu'il vient de tuer et le jette dans son stockage de gants. Il remarque que le soleil se couche étrangement vite. Il s'avère qu'ils ont traversé dans une nouvelle région et naviguent maintenant au soleil. Daoden sourit et dit qu'ils ont une fête d'accueil qui les attend. Un énorme rocher noir sortant du sable, juste le sommet d'une montagne enterrée si énorme que même les vers de sable l'évitent. Daoden se propulse directement au sommet d'un seul saut et Zéon soupire que garder ce vieux est pratiquement un travail à plein temps. Puis il grimpe à sa manière après lui. Ils sont là-haut à partager de la viande séchée, plutôt calme et silencieux pour une fois. Davin demande comment ça va. Zéon dit qu'il s'en sort, mais qu'il a encore du chemin à faire et demande quand il maîtrisera enfin le sable comme arme. La réponse de Davin: quand tu pourras couper une tempête de sable en deux. Zéon l'a entendu et il se dit donc que ce n'est jamais super. Puis Davin mentionne qu'il y a un donjon dangereux à proximité qui pourrait vraiment aiguiser ses compétences et demande s'il a le courage. Zéon est prêt à partir sur le champ, mais le vieux lui dit juste d'aller dormir. Mais ensuite, ils entendent des voix paniquées, ils se retournent et voient des gens fuir quelque chose dans l'obscurité. Alors Zéon plisse les yeux pour mieux voir et repère immédiatement son futur harem d'elfes là-bas. Il se tourne vers le vieux et propose d'aller s'occuper du monstre, et Davin demande sarcastiquement s'il préfère plutôt se faire des amis. En bas, les elfes sont en panique, cherchant où se cacher. L'un d'eux suggère de se séparer. Le leader rejette cette idée comme trop risquée, puis ils aperçoivent les 2 humains sur le pilier de roche. Zéon est émerveillé pendant environ 5 secondes, car c'est la première fois qu'il voit des elfes. La légendaire race noble, puis il entend leur véritable plan: jeter les humains aux monstres comme appât. Et Zéon se dit que Kay était mieux que chacun d'entre vous. Avant même qu'ils puissent finir cette pensée, ils ont déjà grimpé sur la roche, et l'elfe leader commence à leur donner des ordres: descendez et éloignez la bête pour qu'ils puissent s'échapper, toute l'équipe sortant des armes pour faire passer le message. Zéon essaye de raisonner avec eux, comme « vous êtes clairement assez rapide pour vous échapper seul, mais personne n'écoute ». Et puis, l'air se brise. Cette pression écrasante s'abat sur tout le monde. Et la première pensée de Zéon est qu'une bête magique sans précédent vient d'apparaître. Les elfes pensent clairement la même chose.
Son visage est figé, mais il réalise rapidement que ce n'est pas un monstre, c'est de la terreur pure, instinct de survie. Pire que tout ce qu'il a ressenti de n'importe quelle bête ou humain éveillé. Il regarde autour de lui à la recherche de la source et son sang se glace. Ça vient de Daoden. L'intention meurtrière de Davin est si épaisse que c'est presque une force physique, et le leader balbutie « Comment un humain peut-il avoir un tel pouvoir ?» hurlant à son équipe de se ressaisir alors qu'ils sont déjà à genoux. Et c'est là que la fierté fait un chèque que son corps ne peut pas encaisser. Elle ne peut pas accepter que des elfes s'agenouillent devant un humain, alors elle décide qu'il doit mourir et tire une flèche magique surchargée. Zéon crie, l'appelant stupide alors que ça vole, puis se reprend, comme « Attends, de qui suis-je même inquiet? Ce type est un monstre. » Et oui, Davin ne bronche pas. D'un simple mouvement du poignet, il attrape la flèche juste avant qu'elle ne l'atteigne et se retourne, visiblement furieux. Le chef adopte alors une posture de combat, criant qu'ils doivent simplement arrêter cet humain. Eh bien, jusqu'à ce que Davin parle, comment as-tu survécu? Et avant que quiconque puisse cligner des yeux, il est déjà là, tenant l'un des elfes, Jorah, par la tête. Il grogne qu'il les a tous tués il y a des décennies, alors comment sont-ils encore en vie? Les autres hurlent pour qu'il lâche prise, outrés qu'un simple humain touche un elfe, et il demande à nouveau, d'une voix basse et mortelle, « Comment avez-vous survécu, bande de salauds? Qui as-tu tué pour survivre cette fois ?» Puis il serre et la tête de Jorah éclate comme une tomate. Un coup de pied les fait tous tomber, et Davin se souvient de leur logique tordue selon laquelle la vie humaine vaut moins que celle des insectes, et crache que même après avoir vu ce que le monde est devenu, des salauds comme eux n'ont pas changé d'un iota, et Zéon, au milieu de tout ça, complètement abasourdi, les mots de son maître résonnant dans sa tête, le monde devenant ainsi à cause des races non humaines, au bon moment, le sol se met à trembler et le véritable monstre apparaît, une chose souterraine colossale que les elfes appellent un sulcarus, et même en chute libre vers ce cauchemar, ces elfes continue de comploter. L'une crie à sa compagne Aurora de jeter le petit humain sur la bête pendant qu'elle s'occupe de celui qui a tué Jorah. Elle se retourne et le monde se fend en deux. Davan a déjà déplacé le monstre et l'elfe abattu d'un seul coup, puis lâche deux autres en plein vol, atterrit et attrape le dernier comploteur par le visage. D'un calme terrifiant, il dit « Votre village est tout proche, n'est-ce pas? Réponds et je te laisse partir. » Elle répond et maudit. Alors il l'écrase au sol et c'est tout. Le dernier elfe est un tremblement suppliant qu'il reste en arrière. Zéon craque enfin, déplaçant des monstres, suppliant qu'il frappe, puis s'arrête et Davin lui donne une claque en voyant son propre élève voler dans la terre sans même regarder. Il se tourne vers l'elfe tremblante, se moque d'elle pour trembler devant un humain, et avec un large sourire maniaque, demande une dernière fois « Dis-moi où se trouve ton village, et si tu le fais, je te laisserai partir. » Un seul regard dans les yeux de cet homme, et sa loyauté envers toute sa race s'évapore. Ses yeux se tournent vers le village. Daiden sourit et s'élance dans un nuage de poussière. Quand ça se calme, elle est seule, éclate de rire hystérique de soulagement, pensant qu'elle a survécu, mais non, car dans la seconde suivante, sa tête tombe. Pendant ce temps, Zéon se traîne hors des décombres, enseignant, pensant « Que diable est-il arrivé à ce vieux? Pourquoi agit-il comme ça ?» Puis il regarde en bas, réalisant que sans sa nouvelle cuirasse, il aurait au moins 4 côtes cassées. Il regarde la dévastation, les corps, la puissance pure que son maître vient de libérer, et pose la seule question qui compte, pourquoi a-t-il dû aller si loin? Alors notre garçon se relève et file droit après le vieux, et pendant qu'il court, les mots de Daoden aux elfes continuent de résonner dans sa tête, ce fameux « J'avais tué tous les elfes il y a des décennies, où vous cachiez-vous » Et soudain, chaque discours que son maître a jamais donné sur les non-humains ruinant le monde prend une toute autre dimension. Il atteint le village en criant pour Daiden, puis il se fige. Tout le village elfe est en feu, des corps partout, un véritable massacre. Il a couru ici aussi vite que ses jambes pouvaient l'emporter. Et il est déjà trop tard. Il tombe à genoux au milieu de tout ça, puis à travers les flammes et ses propres pleurs, il entend quelque chose. Quelqu'un est en vie. L'espoir renaît. Il se concentre sur le son et sprinte dans une ruelle en suivant les cris, et l'espoir se transforme rapidement en horreur, car au moment où il arrive, Daoden les a déjà envoyés dans l'au-delà elfique. Zéon ne peut même pas le traiter. La même question continue de résonner dans son esprit. Pourquoi le vieux va-t-il si loin? Il invoque du sable autour d'eux, espérant immobiliser l'ancien, et exige des réponses. Pourquoi aller si loin? Et Daoden le regarde et demande s'il essaye d'être un héros.
Puis il le propulse hors du ciel avec une vague de puissance, et notre garçon tombe dans les airs, complètement détruit, avec le même regard mort sur Daoden tout le temps, jusqu'à ce que Zéon s'écrase au sol assez fort pour le secouer. Il sort de la terre en gémissant, et Daoden lui écrase le visage avec sa botte et commence la leçon. « Tu n'es pas un héros, tu es juste un gamin imprudent. » Zéon admet qu'il n'est pas intervenu plus tôt parce qu'il ne comprenait pas pourquoi l'ancien était si en colère et agir à l'aveugle lui semblait imprudent, mais tuer des elfes qui avaient déjà capitulé, c'est une ligne à ne pas franchir. Daoden enfonce encore plus sa botte et vise le coup, disant que Zéon utilise le mot « comprendre » beaucoup trop facilement. Puis il évoque le passé du garçon, demandant si les pillards que Zéon a tués étaient vraiment ceux qui avaient tué ses parents, soulignant que Zéon est aussi passé en mode vengeance, en justifiant cela. Aïe, et là, la vraie leçon commence. L'état d'esprit tordu des elfes ne s'est pas formé du jour au lendemain. Et ces quatre-là n'étaient pas une rare exception, chaque race non humaine pense de la même manière. Ils blessent les humains, non pas pour le plaisir, ni pour la religion, mais simplement parce qu'ils le peuvent, puis inventent des excuses, peignant les humains comme des méchants, pour ne jamais avoir à se regarder dans le miroir. Ta pitié est fausse, le vrai monde est un combat constant pour la survie. Comprends où tu te situes avant de faire la leçon à quiconque sur l'humanité. Il a vu le monde avant et après sa chute, quelque chose que Zéon ne peut même pas imaginer, mais Zéon se force à se relever, Daoden se tourne pour partir et lâche une dernière phrase. Croiras-tu encore à ces choses naïves, une fois que tu connaîtras la vérité? Zéon demande « Quelle vérité ?» Daoden répond « Tout te traite de jeune et stupide, confondant imprudence et justice, et Zéon rétorque que ce même vieil homme lui a appris à ne jamais abandonner, et il jure que même s'il voit tout ce que son maître a vu, il ne renoncera pas à ses croyances. Il se défie du regard un instant, 2 générations du même monde brisées en désaccord, puis l'ancien cède, lui jette des vêtements, lui dit de chercher ses réponses dans le village, et s'éloigne vers Arche seul. Alors Zéon commence à fouiller, et tout de suite, quelque chose semble étrange. Le village n'est que des maisons. Pas de magasins, pas de restaurants, pas de ferme, ce n'est pas un endroit où les gens vivaient, c'est un endroit où les gens dormaient. Puis, il trouve un coffre plein de bibelots et de bijoux, dans un style qu'il n'a jamais vu dans aucune ville humaine, et les objets ont l'air vieux de plus de 100 ans, ce qui n'a aucun sens, car l'histoire officielle dit que les non-humains ne sont apparus qu'il y a 100 ans, lorsque le monde est devenu un désert, pas possible qu'une culture construise une telle histoire en un seul siècle. Il trouve une tablette couverte d'écritures étranges, et une théorie horrible commence à se former. Et s'ils n'étaient pas juste apparus de nulle part, et s'ils existaient bien avant cela, et qu'un être incroyablement puissant les avait tous tirés sur Terre, et si quelque chose comme ça existe, alors tout ce qu'il a jamais cru sur son monde est un mensonge. Puis la dernière pièce tombe, un autre coffre, celui-ci rempli d'effets personnels ensanglantés qui appartenaient à des humains, et là ça devient clair. Pourquoi il n'y avait pas de magasin ni de ferme? Ils n'en avaient jamais besoin, ils obtenaient tout en tuant des gens et en le prenant. On coupe à l'extérieur du village et notre garçon détruit tout. Puis il s'agenouille, touche le sol, et dans la seconde suivante, tout l'endroit est englouti par le sable.